Alors donc, notre thème ce soir, en fait, au mercredi de l'histoire du mois de mars, alors du mois de mars 2021, c'est les documents seigneuriaux. Ce que j'ai voulu faire ce soir, c'est de vous présenter en fait la richesse qui existe dans les archives euh, relativement à l'histoire seigneuriale de notre territoire. Il existe là, en fait, des tonnes de documents aux Archives nationales du Québec notamment, dans lesquelles archives, donc, on retrouve une tonne de documents sur le système seigneurial. Et je vais essayer de vous ventiler un peu quels sont ces documents-là en vous les présentant, en vous les montrant. Hein, c'est ce qu'on veut voir. Là. Nous autres, on ne veut pas le croire, on veut le voir. Hein, c'est ça qu'il disait. Là. Yvon Deschamps, je pense, c'est celui qui disait ça. C'est ça, je ne me trompe pas. Alors, on veut pas le croire, on veut le voir. Moi, je vais te le montrer ce soir, des documents du système seigneurial, puis je vais te mettre en contexte pour que tu puisses bien comprendre, en fait, pourquoi, et là, j'ose le dire, pourquoi nous sommes encore un peu aujourd'hui des censitaires dans le système seigneurial. C'est ma conclusion, c'est mon introduction, mais c'est aussi ma conclusion de la conférence de ce soir. Alors, je vais te partager mon écran. Alors, documents seigneuriaux. Alors, allons-y. Il existe en fait plusieurs documents seigneuriaux que je vais te mettre en contexte, que tu vas pouvoir en fait éventuellement utiliser dans tes recherches personnelles sur l'histoire de ta famille, ton histoire, l'histoire du lot sur lequel tu vis, tu habites présentement, ou sur lequel tes ancêtres ont vécu. Et on va pouvoir en fait en apprendre davantage sur ton histoire à toi, si jamais tu as des questions, eh bien, on va tenter d'y répondre ce soir. Alors, je te présente maintenant quelques repères chronologiques. J'en remonte très très loin pour te dire que notre système seigneurial, chez nous, ici en Nouvelle-France, au Québec par la suite, a des racines très très lointaines, puisque vers l'an 1000, plus ou moins, hein, il y a eu l'instauration de ce qu'on a appelé la féodalité en France, qui est arrivée à la suite d'une série d'invasions qui se sont déroulées au 9e et au 10e siècle, notamment sur le territoire de la France. Les Vikings ont envahi à plusieurs reprises le territoire de la France, ce qui a mené à la volonté de la population d'être protégée par un plus puissant que soi. Et donc, en donnant un peu de notre liberté, on a acheté une certaine protection d'un plus puissant que soi. Et c'est un peu, de manière très rapide, là, dans ce contexte-là, qu'est arrivé le système féodal en France vers l'an 1000. Alors, je fais un grand saut dans le temps pour te dire qu'à la suite de la découverte du Canada par Jacques Cartier et de la fondation de Québec par Champlain en 1608, eh bien, rapidement, on a implanté ce même système-là, du moins une version modifiée, si on veut, en 1627 avec l'instauration donc, du système seigneurial en Nouvelle-France. À la suite de son implantation, bien là, le roi, à travers des compagnies qui jouaient, qui étaient mandataires du rôle du roi là, dans la concession de seigneuries, on s'est mis à concéder des seigneuries à une élite généralement noble, mais pas toujours, qui, elles, vont se faire concéder des seigneuries. Et dans ces seigneuries-là qui sont concédées, eh bien, il y a des censitaires, donc des gens normaux, là, des gens qui ne sont pas nobles, on va dire ça comme ça, qui se font concéder des terres dans chacune de ces seigneuries-là. Donc, après 1627, là, ça va débouler, surtout quand la population va se mettre à augmenter un peu plus à la suite de l'arrivée des filles du roi, entre les années 1660 et 1670. Là, après ça, on va peupler là, de manière un peu plus rapide. De 1723 et entre 1723 et 1745, on va constituer ce qu'on appelle les aveux et dénombrements seigneuriaux, qui sont une forme de recensement dont je vais te parler tout à l'heure. En 1763, bien là, tu le sais, c'est la fin de la conquête, c'est le traité de Paris. L'ensemble des colonies françaises sont gérées maintenant par la couronne britannique. Et on va maintenir le système seigneurial dans ce qu'on va appeler maintenant la Province of Quebec. On va maintenir le système seigneurial, malgré le fait que les Britanniques se moquaient, le mot bien choisi, se moquaient du système seigneurial. Les Anglais, après la conquête, vont rapidement comprendre qu'il y a une pièce à faire avec ça, les seigneuries, puis ils vont se prendre possession de plusieurs seigneuries et faire de l'argent avec ça. Rapidement. Alors, voilà.
Alors, vers 1780, donc autour des années 1780, il va y avoir une deuxième série d'aveux et dénombrements, qui sont des recensements, un peu comme je te le disais tout à l'heure. Une petite anecdote d'un territoire avec lequel on n'avait plus de lien en 1789, mais durant la Révolution française, une des choses qu'on va faire, c'est l'abolition des privilèges seigneuriaux et féodaux en France, donc pendant la Révolution. Alors donc, la France avait été frappée par un mouvement révolutionnaire inspiré de la philosophie des Lumières, et notamment les idées comme la liberté et l'égalité vont prendre beaucoup de place au 18e siècle en France, et aux États-Unis aussi, ce qui va mener à la Révolution américaine, alors que chez nous ici, ces idées-là, on peut frapper, et c'est pour ça qu'on reste dans le système seigneurial. Entre 1800 et 1850, il y a plusieurs demandes, notamment par des marchands, par les patriotes aussi, alors qu'ils sont une réalité politique. Donc, plusieurs demandes faites pour abolir le système seigneurial, ce qui va ne venir seulement qu'en 1854. Donc, par une loi votée au Parlement du Canada uni le 21 décembre 1854, on abolit le système seigneurial dans la province. Donc, on l'appelait la province du Canada uni parce que c'était, hein, tu t'en souviens hein, de tes cours d'histoire au secondaire, en 1840, il y a eu l'acte d'union, on a joint ce qui est le Québec et l'Ontario d'aujourd'hui ensemble. Hein, on a unifié ces deux territoires-là, ce qui a porté le nom de Canada uni. Donc, on va abolir ce système seigneurial-là. On va l'abolir, mais vous allez voir que ça va prendre plusieurs dizaines, voire certainement plus qu'une centaine d'années avant de l'abolir réellement. Le 11 novembre 1940, le 11 novembre, c'est une journée importante dans le système seigneurial. C'est une journée qu'on appelle la Saint-Martin d'automne. C'est un moment dans l'année où tu as récolté, tu as tes récoltes avec toi, tu es dans l'abondance et ton Seigneur te demande le versement de tes rentes seigneuriales. Alors, donc, c'est par tradition, c'est déjà dans le système féodal en France, le paiement des rentes se faisait le 11 novembre, une journée qu'on appelle donc la Saint-Martin d'automne. Et le dernier paiement des rentes seigneuriales s'est effectué le 11 novembre 1940, donc presque 100 ans après l'abolition du régime seigneurial. Je t'expliquerai un peu le contexte, comment ça va fonctionner tantôt. Et en février 2005, tu as bien compris, là, il y a 16 ans, hein, alors qu'on était tous nés ici dans la salle, un jugement a été rendu par la Cour supérieure du Québec ordonnant la radiation de la rente seigneuriale sur une propriété de Beauport. Alors, c'est la dernière trace connue dans les documents, dans la gestion administrative du système seigneurial de sa présence dans l'histoire du Québec. Donc, en 2005. Donc, on dit quoi? 150 ans plus tard, on a réellement aboli le système seigneurial administrativement. Parce que, bien sûr, il y a des traces, le système seigneurial. Là, on n'a qu'à penser à, si tu as déjà fait un vol d'avion de Québec et Montréal, tu as vu les terres là, le long du fleuve, tu comprends bien que la trace physique du système seigneurial est bien implantée partout au Québec. Alors, c'était quelques repères chronologiques. Alors, si tu as des questions en cours de route, n'hésite pas là, sur ces repères-là. Alors, je te présente, là, évidemment, dans le système seigneurial, on cartographiait, on essayait de se situer. Je te présente ici, je ne sais pas si tu vas bien le voir, en tout cas, je le souhaite, puis je pourrais te l'envoyer, la carte que je vais te présenter là, au besoin. Mais en 1754, avant la conquête, l'arpenteur Ignace Plamondon va tracer en fait un plan de la seigneurie Saint-Gabriel. Alors, essentiellement, avant de te le montrer, là, le territoire de la Haute-Saint-Charles d'aujourd'hui était couvert ou est couvert dans l'ancien système seigneurial par la seigneurie Saint-Gabriel. Hein, qui débute aux limites de ce qui est Sillery d'aujourd'hui, vers le nord, très très loin, avec une fin quelque part, on ne sait pas trop où. Mais ce qu'on sait, c'est que les rivières Sainte-Anne et Batiscan coulent dans la seigneurie Saint-Gabriel, au nord. Alors, le seigneurie Saint-Gabriel, la seigneurie Saint-Ignace, qui est un détachement de Saint-Gabriel, donc qui se trouve un peu à l'est, et les territoires actuels de Saint-Émile et de Lac-Saint-Charles font partie de la seigneurie Saint-Ignace. À l'ouest, on a la seigneurie de Goderville, donc qui commence à la route de l'aéroport vers l'ouest. Et on a aussi la seigneurie Bonhomme, ou Guillaume Bonhomme, qui est constituée à peu près du secteur de la montagne Bonhomme, du lac Bonhomme, donc dans Val-Bélair d'aujourd'hui. Alors, en gros, ce sont les territoires, ce sont les anciennes seigneuries qui couvrent le territoire actuel du nord de la ville de Québec, dans la Haute-Saint-Charles. Alors, je te montre le plan de 1754. Alors, bon, c'est un plan intéressant parce que notamment,
sans que tu sois capable de lire, là, je vais te situer quelques items que tu vas reconnaître. Là. Alors, d'abord, il faut que tu vois qu'il y a les rivières, les ruisseaux et les rivières principaux qui sont sur le plan. On a la rivière Saint-Charles qui va couler ici. Je ne sais pas si tu suis mon curseur. Alors, la rivière Saint-Charles. On a également plusieurs petits ruisseaux qui s'y jettent. Là. Le ruisseau de l'Ormière, le ruisseau Sainte-Barbe qui coule dans la rivière Saint-Charles. On a la rivière Lorette qui passe un petit peu plus au sud ici et qui se jette également dans la rivière Saint-Charles, d'une part. Mais également, on a la terre, les terres, le nom des rangs qui sont inscrits et certains chemins qui sont identifiés. On ne les voit pas très bien, là, je le sais, mais essentiellement, là, si tu te situes un peu ici, on a les terres de la côte Sainte-Geneviève, donc le rang Sainte-Geneviève que tu connais, là, le boulevard Sainte-Geneviève complètement à l'ouest de la Seigneurie Saint-Gabriel. On a ici les terres là, qui rouvrent en angle sur Sainte-Claude, hein, avec les terres du boulevard Lormière ici, et l'angle va changer pour donner les terres sur le boulevard Sainte-Claude, qu'on appelait à l'époque la Longue Queue. On a également là, la rue Racine d'aujourd'hui qui se trouve ici, avec les terres au nord et au sud, et qu'on appelait le rang Saint-Antoine, du Grand Saint-Antoine. Et au sud, eh bien, on a la côte Saint-Jacques, alors qui se situe à l'est de la rivière Saint-Charles, et Saint-Martin-d'Ipincourt à l'ouest, avec l'Ormière ici un petit peu plus à l'ouest. Donc, en gros, ce sont les terres principales que l'on retrouve à l'intérieur de la seigneurie. Petite remarque ici sur c'est écrit terre des Hurons. Hein, c'est la réserve des 40 arpents. Alors, donc, 40 arpents par 40 arpents donne 1600 arpents carrés. Et c'était donc une terre qui leur avait été concédée là, pour couper du bois, entre autres, en 1742. C'est pour ça qu'on la retrouve sur le plan en 1754. À noter également que du côté est de la rivière Saint-Charles, les terres vont ouvrir en angle, ce qui fait de la seigneurie Saint-Gabriel une seigneurie qui n'a pas ses deux côtés parallèles. Juste pour vous situer, à l'ouest complètement, c'est la route de l'aéroport et à l'est complètement, c'est le boulevard de la Colline qui constitue la limite seigneuriale. Je vais passer à la prochaine diapositive, où là, je vais te présenter un plan de la seigneurie Saint-Ignace à peu près à la même époque. On voit encore un peu moins bien, mais que veux-tu, tu vas te situer. On a donc le fief Saint-Gabriel, donc la partie complètement à l'est, et le fief Saint-Ignace, dans lequel on va retrouver le lac Saint-Charles en haut avec ses deux sections qui forment un peu comme un 8. Alors, c'est une petite seigneurie étroite, la seigneurie Saint-Ignace, et qui se rend donc en front jusqu'à la rivière Saint-Charles, au sud complètement dans Québec, et qui était un détachement de la seigneurie Saint-Gabriel. Donc, dans le système seigneurial, on voulait aussi se situer. Donc, on faisait tracer des plans pour être en mesure de bien concéder les terres. C'était une priorité. Je te présente ici un plan de la seigneurie Guillaume Bonhomme. Alors, en 1837, seigneurie qu'on a aussi appelée la seigneurie Bel-Air, parce qu'il semblerait qu'on respirait un bel air lorsqu'on y allait. Il y avait un fond de blague ici, là. Alors, donc, Guillaume Bonhomme, on voit, c'est difficile de se situer parfaitement, mais c'est une seigneurie avec plein de terres, toutes concédées pareil. Mais je t'ai situé là avec la flèche bleue ici, le lac Bonhomme, là, dont tu as déjà entendu parler, assurément, à l'intérieur du territoire là, de Val-Bélair, si on veut. D'accord? Et je vais passer à la suivante, où je vais te présenter un plan de la seigneurie Godarville, qui donc se situe à partir de la route de l'aéroport vers l'ouest. Donc, si je te le présente. Alors, tu vois ici Godarville, entre autres, et le secteur dans Godarville enclavé, qui est blanc ici, là, sur lequel il n'y a pas de terre, ça, c'était la seigneurie de Bel-Air ou Guillaume Bonhomme. Et tout autour, il y avait la seigneurie de Godarville, là, hein, et qui était donc collée ici, là, on ne voit pas bien, mais c'est seigneurie Saint-Gabriel qui est écrite ici, là, sur le côté est de la seigneurie de Godarville. Donc, Godarville, c'est à l'ouest de la route de l'aéroport que tu montes des fois là, en voiture dans ta vie. Là, ça te dit quelque chose. Une belle ligne droite comme ça sur le territoire, là, qui est un chemin très ancien, c'est une limite seigneuriale, pose-toi pas trop de questions. Voilà. Alors,
il y a différentes étapes qui vont exister dans la vie d'une seigneurie et qui sont documentées. D'accord? La première étape qui existe dans la vie d'une seigneurie et qui nous permet de produire des documents, c'est la concession de la seigneurie. Alors, la première étape, là, si tu imagines là, le système seigneurial, et c'est la même chose pour la féodalité en France, en haut complètement, il y a le roi, et en dessous du roi, il y a les grands seigneurs, et en dessous des grands seigneurs, il y a les censitaires. Les censitaires, c'est la majorité de la population. C'est des gens qui ne sont pas nobles, contrairement aux grands seigneurs. Hein? Bon, c'est un schéma simplifié pour comprendre l'affaire. Alors, ici aussi en Nouvelle-France, il y avait cette réalité-là. Le roi, représenté par ses compagnies, avait mandaté donc des compagnies pour concéder des terres, ce qui sera fait pour la seigneurie Saint-Gabriel en 1647. Alors, en 1647, la seigneurie Saint-Gabriel est concédée à Robert Giffard. Oui, oui, le même Robert Giffard que le gars de Beauport. Là. Alors, ce Robert Giffard-là, on va lui concéder la seigneurie Saint-Gabriel, mais on ne dit pas exactement où est-ce qu'elle doit se situer. Hein? À peu près à telle place. Écoute, on ne connaît pas le territoire en 1647. À un moment donné, là, on n'a pas arpenté, il n'y a pas de route, on ne sait pas trop c'est où. Là, à un moment donné, dans le bois partout, là, on ne le sait pas trop. Alors, donc, c'est ça, on lui concède cette terre-là, qui est une immense seigneurie. Bon, là, je t'épargne la lecture du document, je t'ai mis un extrait donc de la concession de la seigneurie. Là. On délimite les rôles de chacun des acteurs dans cette concession-là, quelle grandeur elle a, cette seigneurie-là, etc. Puis on dit que ben, là, il y a du bois, puis là, la tâche du seigneur, ça va être de concéder des terres pour en tirer des revenus, etc., etc. Revenus qui vont aller en partie au roi à travers toutes sortes de mécanismes et tout ça. Alors donc, la concession de la seigneurie par le roi ou son mandataire, c'est la première étape. Pour la seigneurie Saint-Gabriel, et Saint-Ignace, puisqu'elles ne sont pas détachées, ça se déroule en 1647. Dans le cas qui nous préoccupe, il y aura donation de la seigneurie. Alors, écoutez, donation, c'est un grand geste plein d'altruisme parce que une seigneurie, c'est du revenu, là. C'est très important de le savoir. Bon, il faut dire qu'en 1667, il n'y avait à peu près pas de revenus qui étaient générés par la seigneurie Saint-Gabriel, mais ça viendra. Alors, le Robert Giffard va donner la seigneurie aux jésuites, les révérends pères jésuites, qu'on connaît très bien, là, qui sont des acteurs essentiels à comprendre à l'intérieur du territoire de la Nouvelle-France. Ils vont devenir d'ailleurs, au travers les décennies là, de l'histoire de la Nouvelle-France, les plus importants propriétaires fonciers à l'intérieur de la vallée du Saint-Laurent. Donc, ce sont eux qui vont tirer la plus grande quantité de revenus de leurs terres. Alors, donc, ça fait partie d'un de leurs joyaux, donc la seigneurie Saint-Gabriel, qui leur est donnée par Robert Giffard. Alors, on a ici un extrait de la donation de la seigneurie. On voit d'ailleurs le mot Giffard ici. Là. Je ne sais pas si vous le voyez entouré. Là. Je l'entoure avec ma souris. Alors, voilà, c'est ce qui arrive. Et à ce moment-là également, eh bien, il détache une partie de la seigneurie et la donne aux mères hospitalières de l'Hôtel-Dieu de Québec. Donc, les Augustines de l'Hôtel-Dieu se voient donner également une partie de la seigneurie Saint-Gabriel qui va porter désormais le nom de seigneurie Saint-Ignace. Donc, tout le territoire de Saint-Émile et de Lac-Saint-Charles, entre autres, va faire partie de cette seigneurie-là, détachée de la seigneurie originale portant le nom de Saint-Gabriel. Et là, je vais te faire sourire un peu, parce que si tu te souviens bien de tes cours d'histoire médiévale, il y a la question de la foi et de l'hommage. Cette réalité-là de prêter un serment de foi et hommage à notre plus puissant Seigneur est quelque chose qui va exister à l'intérieur de notre système seigneurial ici en Nouvelle-France. Alors, l'étape après la concession de la seigneurie, eh bien, on fait un document dans lequel le Seigneur porte un serment de foi et hommage envers le roi, envers le plus puissant que soit. Foi, c'est la fidélité. Hein? Un croyant, c'est un fidèle. Un fidèle, c'est la foi.
Et donc, c'est pour ça qu'on dit l'acte de foi. L'hommage, c'est de dire « je deviens ton homme ». Je deviens celui, tu vas me posséder, je t'appartiens. Alors, tu dois le déclarer dans un serment. Généralement, là, cette étape-là, ou à travers le document, oui, mais il y a une tradition aussi où le Seigneur, qui rendait la foi et l'hommage, se rendait à genoux, bras en croix. Là, tu ne me vois pas le faire, là, mais les bras en croix, tête nue, on retirait le chapeau, à la porte du plus puissant et on lui prêtait serment de fidélité. Donc, la foi et l'hommage, c'est ça qui se déroule et c'est ça qui va se dérouler en 1667, l'acte de foi et hommage. Donc, je vous épargne la lecture du document. Bien sûr, ça m'aurait pris un certain temps avant de pouvoir vous le lire parfaitement. Il est un petit peu difficile à lire. Celui-là, ça arrive. Je vous l'avais transcrit un résumé de l'acte de foi et hommage. Je ne le lirai pas en entier avec vous. Donc, en décembre 1667, c'est là que donc, les pères jésuites vont prêter la foi et l'hommage en parlant bien sûr de la donation qui venait d'être faite par Robert Giffard devant tel notaire, etc., etc. Puis bien, on signe le tout à la fin et on confirme que la foi, la fidélité et l'hommage ont été bien rendus. Et bien sûr, le Seigneur, il a bien beau dire qu'il est fidèle et qu'il devient la possession du roi, hein? Mais lui, ce qu'il veut, c'est faire de l'argent. Le Seigneur est là pour faire de l'argent. Les Anglais vont comprendre ça après la conquête rapidement, après s'être moqués du système seigneurial. Alors donc, le moyen de faire de l'argent, des revenus, c'est de concéder des terres. Les terres, elles ne te rapportent rien. Hein? Tant qu'elles restent en bois debout, elles ne rapportent rien. Concède-les à un censitaire. Puis lui, le censitaire, ben, va couper les arbres, va faire pousser 3-4 variétés de carottes ou je ne sais pas trop quoi, là, je ne suis pas expert là-dedans, là, du blé, puis des gourganes, puis je ne sais pas quoi. Puis il va payer une rente, un loyer, si tu veux, au Seigneur, une fois par année, hein, en nature, donc avec des produits, ou en argent. Et donc, c'est à travers une étape importante dans la vie d'une seigneurie, hein, et c'est à travers ici, tu as un lac de concession d'une terre à un censitaire dans la seigneurie Saint-Gabriel en 1679, à probablement l'ancêtre de tous les barbeaux qui existent encore aujourd'hui sur le territoire de la Haute-Saint-Charles, Jacques Barbeau, hein, dans lequel on mentionne les rôles de chacun des acteurs, du censitaire, du seigneur. Hein, on oblige le censitaire, entre autres, à faire quoi? À défricher, à entretenir le chemin qui passe en avant de sa terre, à tenir feu et lieu, habiter, c'est ça que ça veut dire, et cultiver la terre pour survivre, parce que ta terre, une fois tout à fait concédée, devient un peu c'est l'image que j'utilise, devient ton frigidaire, parce que la terre va te nourrir. Si tu ne l'entretiens pas, si tu ne fais pas pousser, si tu ne coupes pas les arbres, ben, elle ne te donnera pas de nourriture, tu n'auras pas de profit, puis tu ne pourras pas payer ta rente seigneuriale. Puis évidemment, ça va te causer des problèmes inévitablement. Donc, l'acte de concession devient un moment super important dans la vie d'une seigneurie. Alors, soit dit en passant, Jacques Barbeau, il se fait concéder à peu près où se trouve le Irving d'aujourd'hui, sur la rue Racine. D'accord? Tout juste à côté de la chute, du côté ouest de la chute de la rivière Saint-Charles, à peu près. Et ben voilà. Alors, et bon, lui s'engage à quoi? S'engage, ben, dans la vraie vie, c'est à protéger le censitaire. Donc, techniquement, il faudrait qu'il le protège, là, militairement parlant. C'est sûr que les craintes sont moins fortes ici qu'elles l'étaient du temps des invasions vikings, bien sûr, en France, tu le comprends bien. Mais elles sont là pareil, là, à cause des guerres iroquoises et tout ça, là, des raids que les Iroquois font, là, alors qu'ils cherchent les Hurons pour continuer, là, tenter de continuer leur génocide qu'ils ont débuté en 1649-1650. Alors, donc, les protéger, construire un moulin éventuellement, ou donner accès à un moulin pour que les censitaires puissent faire moudre leurs grains, produire de la farine, manger du pain, alors qu'il va les nourrir. Alors, donc, tout ça est déterminé là-dedans, avec précision dans l'acte de concession. Hein. On dit entre autres que les bois de chêne ne doivent pas être coupés parce que les seigneurs peuvent les réquisitionner pour la construction navale.
On dit que tu dois entretenir les clôtures pour empêcher les bêtes des voisins de circuler d'un côté et de l'autre. On dit aussi le montant de la rente que tu dois payer annuellement le 11 novembre au Collège des Jésuites à Québec, donc là où se trouve l'hôtel de ville d'aujourd'hui. C'est pas d'aujourd'hui qu'on va payer nos rentes seigneuriales à l'hôtel de ville. Aujourd'hui, on va payer les taxes foncières, mais en 1679, on allait payer les rentes seigneuriales à l'hôtel de ville. Tu sais, on n'a rien inventé, hein? Tu comprends bien? Alors donc, ben voilà, c'est ça. Hein. On détermine les rôles et les devoirs, les responsabilités de chacun des acteurs dans ce contrat-là, qui est un contrat à vie et qui se poursuit pour les héritiers du censitaire original. Hein. Tant et si longtemps que le système seigneurial va exister, eh bien, la terre va s'hériter de père en fils et avec les mêmes devoirs et les mêmes rôles pour chacun des acteurs. Des concessions de terre dans la seigneurie Saint-Gabriel, il y en aura des centaines. D'accord? Et celle-là, c'est une des premières écrites retrouvées. On va dire ça comme ça. Alors, la concession verbale. Alors, évidemment, nous, en histoire, on n'aime pas ça, les affaires orales, parce que ça ne laisse pas de traces. Puis nous, en histoire, on travaille avec des traces écrites. Alors, quand on est avec du verbal, ça nous achale un peu, tu le comprends bien. Alors, les seigneurs, les jésuites, dans le cas qui nous occupe, avaient l'habitude de tester leur censitaire en concédant verbalement les censives. Une censive, c'est la terre qu'on te concède. Alors qu'il se fait concéder sa censive dans la côte de la misère dite Saint-Jacques, le 15 mars 1698, il est mentionné que le censitaire Jean Verrette en est en possession depuis 1696. Ça fait donc 2 ans qu'il est installé sur sa terre, Jean Verrette. J'aurais pu dire Joseph Verrette, c'était le voisin de Jean Verrette. J'aurais pu dire René Duchesneau du Sans-Regret, Nicolas Ledoux du Latreille, tu le connais, lui, ou bien d'autres noms. Là, ils se font tous concéder, ou à peu près, là, les 9-10 premières terres en partant du nord vers le sud, le 15 mars 1698. Ils sont tous à peu près là depuis environ 2 ans. Alors, on les teste, ils défrichent, ils accomplissent leur tâche et on leur permet un contrat officiel chez le notaire le 15 mars 1698. Parfois, la concession verbale ne s'officialise jamais par écrit. Hein? Il n'y aura jamais de concession écrite. C'est le cas, entre autres, pour la majorité des concessions de terre dans la côte Saint-Martin dite Pincourt. Donc, le secteur Pincourt, là, tu connais la rue Pincourt, hein? Là où il y avait le Bonny là, qui montait là, par l'Ormière là, et qui longeait la rivière Saint-Charles du côté ouest. Eh bien, ça, c'est la concession Saint-Martin dite Pincourt. Il n'y a pas de concession écrite de ces terres-là. Il n'y a pas de contrat. On n'a pas retrouvé les contrats des concessions. Ce n'est pas aux archives, dans les fonds des biens des Jésuites. Alors, malheureusement, mais le monde habite là pareil. Puis à un moment donné, ben, ils vont mourir, puis ils vont donner, puis ça va se passer, puis il va y avoir d'autres traces qui vont apparaître dans l'histoire seigneuriale de chacun des lots. Des fois aussi, on veut vendre la terre, et comme on n'a pas de contrat qui détermine qu'on est bien le propriétaire de cette terre-là, on se fait concéder, puis on vend le lendemain ou la journée même. Hein? On se fait, OK, là, j'ai besoin de ma concession écrite, s'il vous plaît, pouvez-vous me la faire? On ne l'a jamais fait. Non, 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 tu habites là depuis combien de temps? Environ 20 ans. Ah ouais? OK, on va t'écrire ça. D'accord? Puis après ça, tu peux vendre. Alors, ça crée plein de problèmes, tu le devines. Ensuite, une autre étape dans la vie de la seigneurie, c'est ce qu'on appelle la donation entre vifs. Alors, aujourd'hui, on donne entre pas vifs, généralement. On donne quand quelqu'un meurt. C'est là que le testament arrive en scène, puis que la donation des biens là, se fait une fois que la personne décède. Mais jusqu'à, je ne sais pas trop quelle année environ, on avait beaucoup de donations entre vifs. Quand les parents étaient vieillissants, ou qu'un des deux partenaires devenait veuf, il disait, ben là, je suis plus capable de m'occuper de la terre, fait que ça va être un de mes enfants qui va la prendre, je vais lui donner, et on va se faire par contrat, on va s'entendre sur les tâches de chacun, puisque chacun va avoir à faire ou va avoir le droit d'obtenir. Hein? Donc, c'est pour ça que je dis la donation entre vif
est un acte par lequel un parent vivant donne une partie de son immeuble. Des fois, c'est une moitié, des fois, c'est en entier. Donc, la censive, la terre, les maisons, des fois, il peut y en avoir plus qu'une, les bâtiments, les outils, la vaisselle, la récolte, etc., etc., à un membre de sa famille, souvent son enfant, en déterminant les conditions de la donation, et qui sont ces conditions-là, tout ça est notarié. Comme la censive était concédée à ses, et là je mets des guillemets, à ses ouards et ayant cause, alors elle devait se transmettre aux héritiers. Ouar, là, ça veut dire héritier. Quand tu te fais concéder une terre, c'est déjà écrit dans l'acte de concession que ça va aller à tes héritiers. Donc, tout se transmettait aux héritiers. Le contrat se transmettait aussi aux héritiers. Les rentes seigneuriales, le paiement des rentes, la dimension de la terre, etc., tout ça se transmettait. Donc, on devançait parfois l'héritage en précisant les conditions par donation. Je vous ai donné un exemple à la diapositive suivante, qui est la donation par Jeanne Brosseau, veuve du défunt Philippe Paquette, vivant, habitant, demeurant au village Saint-Jacques, en la seigneurie Saint-Gabriel, à François Paquette, son fils, à savoir la moitié de tous ses biens meubles et immeubles, incluant notamment une terre sise en la dite seigneurie de Saint-Gabriel, près de la rivière Saint-Charles, avec la moitié des bâtiments qui y sont construits. La donation est passée par devant Maître Duprac, notaire des seigneuries de Beauport, Saint-Gabriel et Notre-Dame-des-Anges, le 16 avril 1742. Il était question, bien sûr, d'une maison, hein, quand on parle des immeubles, d'une maison qui a disparu en septembre 2019 dans cette donation-là. Tu devines bien. Alors, tu as un extrait de la donation ici, de la veuve Brosseau à son fils Paquette en 1742. Je vais t'épargner la lecture du document. Je t'invite à aller voir sur le site des Archives nationales du Québec et à le chercher. Tu vas le trouver aisément. D'accord? Ensuite, une autre étape, c'est drôle, j'ai plus mon effet de diapositive ici. Alors, une autre étape, c'est l'aveu et dénombrement. L'aveu et dénombrement est une capture de la réalité foncière à un moment précis de l'histoire seigneuriale. Dans la seigneurie Saint-Gabriel, le dépôt du premier aveu et dénombrement se fait en 1733. Là, j'ai dit le dépôt, parce que c'était un document qui se construisait sur une certaine période. Ça ne se faisait pas en claquant des doigts comme ça, l'aveu et dénombrement. Puis des fois, le temps de mettre ça par écrit, de construire le document, ben, il y a des informations que tu avais écrites qui ne sont plus valides une fois que tu déposes le document. Alors, c'est un document qui peut se construire sur quelques années et qui va être déposé, dans le cas qui nous occupe, à la seigneurie Saint-Gabriel, en 1733. Donc, on va y retrouver, dans ce document-là, les dimensions des censives, donc des terres, tant d'arpents par tant d'arpents, le nom du censitaire, les bâtiments, il y a une maison, une grange, une étable, etc., construits sur le lot. On va déterminer également le montant des rentes seigneuriales et l'état de la terre. Quand il est question de l'état de la terre, on va y préciser tant de terre, telle quantité de terre défrichée, en prairie, en bois debout, labourable. Alors, on détermine plusieurs critères comme ça et on l'indique dans le document en 1733. C'est évidemment une source d'information exceptionnelle parce qu'on peut faire toutes sortes de calculs sur la proportion des terres en temps d'années depuis la concession qui ont été défrichées, qui sont cultivées, qu'on laisse en bois debout et comparer ces données-là avec d'autres informations. C'est vraiment un document exceptionnel. C'est vraiment une photo là, d'une capture d'écran de la réalité foncière à un moment bien précis de l'histoire. Je te mets un exemple ici de l'aveu et dénombrement de 1733. Alors, aveu et dénombrement que font les pères jésuites du Collège de Québec de leur fief de Saint-Gabriel contenant 1 lieue et demie de large sur 10 lieues de profondeur, à commencer au bout de la dite seigneurie de Sillery, bornée au sud-ouest par le fief de Champigny, appartenant aux héritiers du sieur Peuvray, au nord-est par l'arrière-fief des dames religieuses de l'Hôtel-Dieu de Québec. À noter ici que dans l'aveu et dénombrement de 1733, il est question de l'arrière-fief des Augustines de Québec en parlant du fief Saint-Ignace. Là, on pourrait se lancer dans une longue réflexion sur la notion d'arrière-fief, mais les Jésuites font dire dans ce document-là que Saint-Ignace
leur est un peu là, soumis en utilisant l'expression arrière-fief. Enfin, passons. Alors que l'arrière-fief, lequel arrière-fief relève au moins pour la justice du fief Saint-Gabriel, attendu qu'il en a été démembré par le sieur Giffard, premier propriétaire et seigneur du dit fief, lequel, en son total, contient 2 lieues de front. Il y a sur le fief un domaine d'environ 4 ou 5 arpents, ça j'aime ça, en superficie, sur lequel on a fait bâtir un moulin à eau faisant farine, et la banalité duquel sont sujets les habitants du dit fief de Sillery et de Saint-Gabriel. Bon, il était question de la construction d'un moulin à eau faisant farine dans ce document-là. Donc, ça, c'est l'introduction de l'aveu et dénombrement. Et on va voir après que dans l'aveu et dénombrement, bien, on y retrouve plusieurs informations sur les différentes côtes. Et notamment ici, là, on arrive là, tout près de ce qu'on appelle le village des Hurons de Lorette, est au-dessus des 2 susdites routes. La terre qu'ils occupent est d'environ 6 arpents de front qui montent dans la profondeur en s'élargissant. Puis on a biffé des mots. Hein, je vous disais que c'est un document de travail. En s'élargissant des 2 côtés. Là, on a mis une petite note. Et là, dans la marge, on indique l'été 1732 fut bâti un moulin à eau sur cette terre, faisant farine. Le bâtiment de pierre est à 40 pieds sur 25. Alors ici, j'ai mis une petite flèche, j'ai dit obligation seigneuriale de construction d'un moulin à farine. C'était dans les actes de concession, les seigneurs devaient bâtir un moulin à farine. Et on indique que ce dit moulin à farine-là, eh bien, il est construit à l'été 1732. Donc, tout près de la chute que vous connaissez, la chute de Lorette, ou le Sault Saint-Charles, qui va voir apparaître, là, sortir de terre à l'été 1732, un moulin à eau faisant farine en pied, mais en pied français. Alors, si vous allez mesurer sur les ruines, vous constaterez que c'est un peu plus que 40 et un peu plus que 25 pieds, puisque les pieds français étaient plus longs que les pieds qu'on connaît aujourd'hui, qui sont des pieds anglais. Voilà. Et sinon, je t'ai mis ici un extrait donc dans la côte Saint-Jacques, vraiment là, du détail là, de l'aveu et dénombrement. Alors, on a Eustache Morin au-dessus, possède 3 arpents de front. 3 arpents, c'est 180 pieds. Et de profondeur jusqu'à la dite rivière, chargé de 6 sols, 2 chapons, 2 sols marqués de 140. Il a maison, grange et étable, 30 arpents à la charrue. Pardon. Ça veut dire qu'il peut donc labourer 30 arpents de sa superficie en charrue. On ne défrichait jamais au complet. On se gardait bien du bois de chauffage au bout de la terre, puisqu'on en brûlait de 20 à 30 cordes par année. Alors, moi, quand je brûle 10 cordes, je suis content. Mais évidemment, à cette époque-là, les maisons n'étaient pas isolées comme aujourd'hui, d'une part, mais on chauffait aussi d'été pour se faire à manger. On avait Louis Loisel au-dessus, 3 arpents de front et 2 de profondeur jusqu'à la dite rivière, chargé de 60 sols, 2 chapons. 2 chapons, c'est des coques, là, tu as compris? Un sol marqué de 140. Il a 24 arpents à la charrue avec maison et grange. Philippe Pasquier, au-dessus, possède 3 arpents et 2 perches de front, chargés de 60 sols, 2 chapons, un sol marqué de 140. Il a maison. Il avait déjà maison en 1733. Il n'a plus maison pour Philippe Pasquier aujourd'hui. Il a maison, grange et 16 arpents à la charrue. On a Charles. Vous voyez ici, on avait Joseph Lenormand. Mais probablement que Joseph Lenormand, il est mort entre-temps. Puis là, on l'a biffé, puis on a marqué Charles. Charles Lenormand, au-dessus, possède 3 arpents et demi de front et profondeur jusqu'à la dite rivière, chargé de 52 sols, 6 deniers, probablement, un coq d'Inde. Un coq d'Inde. Tu as vu là ici, un coq d'Inde. Toi, dans la vie, un cochon d'Inde, tu connais ça. Mais un coq d'Inde, c'est une dinde. On a enlevé le coq puis l'apostrophe, puis on a joint le D à Inde. Ça donnait coq d'Inde. Donc, lui, il ne donnait pas des chapons, des coqs ordinaires, il donnait des dindes. Une dinde, en fait. C'est drôle parce que nous autres, ici, on pensait qu'on était en Inde, mais aux États-Unis, ils pensaient qu'ils étaient en Turquie. Et c'est pour ça qu'une dinde, en anglais, ça s'appelle turkey.
Tu n'y avais jamais pensé, je pense. Hein? En tout cas, un coq d'Inde, 2 sols marqués de sens errante et à 6 arpents labourables. Alors, c'est des tonnes et des tonnes d'informations que l'on retrouve sur l'état des terres, sur les voisins qu'on retrouve sur chacune des côtes dans l'ensemble des seigneuries. C'est une pièce exceptionnelle. On a aussi un aveu de dénombrement en 1781 qui va être écrit d'une manière différente. On va faire un beau tableau. On a ici un extrait de l'aveu et dénombrement de 1781 à la côte de la Grande Queue. Bon, c'est. Moi, là, moi, j'habite sur la côte de la Grande Queue. Hein? C'est ce qui s'appelle la rue Verrette aujourd'hui. Connu aussi parfois sous le nom de la Longue Queue. Écoute, je te laisse réfléchir à tout ça. Où on va avoir le nom de l'ensemble des personnes qui habitent sur cette terre-là. Et là, je n'ai pas le haut du tableau, mais c'est essentiellement la superficie, donc le front, la profondeur, la superficie des terres, ce qui est labourable à la charrue, en bois debout, etc. Est-ce qu'il y a une maison, une grange, etc., etc., etc. Et le paiement ici à l'autre bout qu'on doit annuellement à chacun au seigneur de la seigneurie. Donc, on a ici, là, sur la Grande Queue, on a les représentants de Louis Falardeau. Donc, ça, c'est collé sur le territoire de Sainte-Geneviève, là, du rang Sainte-Geneviève. Donc, on commence par l'ouest puis on s'en vient. On a Étienne et Joseph Falardeau, Jean Bergevin, François Barbeau, les représentants de Jacques Barbeau, Jacques Duchesneau, François Falardeau, Jean-Baptiste Duchesneau, Joseph Savard, Roger Estiambre, probablement, Louis Roux de Villeray et Étienne Savard. Je crois que quelqu'un me pose une question. Je vais aller voir à l'instant. Alors, oui, mon frère Michel ici précise qu'un chapon, c'est un coq qui a été castré pour améliorer la qualité de sa viande. Effectivement, merci de ta précision. Alors, voilà. Évidemment, l'idée aussi de donner un coq vivant, c'était ou un poulet, là, essentiellement, c'était que tu n'étais pas obligé de le manger tout de suite. Tu pouvais continuer à le garder vivant, puis le temps venu, tu pouvais le manger. Dans un monde sans frigidaire, c'est idéal d'avoir une situation comme celle-là. Donc, en 1781, comme tu vois ce document qui nous occupe présentement, eh bien, on a également une deuxième photo, une deuxième capture de la réalité foncière du territoire seigneurial. Et là, on est dans le régime anglais. Là. Tu sais, 1759, c'est la conquête, mais pour le régime seigneurial, ça n'a rien changé dans la vie quotidienne des gens. Ce n'est pas une rupture, on est dans la continuité. Alors, je vais te montrer. Ah, l'arpentage des seigneuries. Évidemment, on devait arpenter aussi, puisque ça déterminait les limites de l'un et de l'autre. Alors, on arpentait d'abord les seigneuries pour ensuite arpenter chacune des censives, donc des terres. Donc, ici, je t'ai donné un exemple, puisqu'il y a eu une longue querelle entre les Jésuites qui possédaient la seigneurie Saint-Gabriel et tout au nord de la seigneurie Saint-Gabriel, il y avait un fief inhabité qui s'appelait le fief Hubert et qui appartenait à la grande famille Hubert du Québec de l'époque, hein, qui avait donné entre autres un évêque qui s'appelait Jean-François Hubert, l'évêque de Québec, qui va posséder ce fief-là au nord et qui était en querelle en partie avec les Jésuites dans sa vie, pour plusieurs raisons dans lesquelles je n'entrerai pas ici ce soir. Mais essentiellement, il va y avoir un rapport d'arpentage pour délimiter les limites de chacune de ces deux seigneuries-là. Et là, tu le vois bien, en 1871-72. Donc, on est déjà après l'abolition du régime seigneurial concernant cet arpentage-là. Il faut dire qu'on est à peu près dans ce qui est aujourd'hui la ZEC Batiscan Nelson. Batiscan Nelson? Oui, oui, oui. John Nelson était marié avec Marie-Ursule Hubert, la nièce de l'évêque de Québec, Jean-François Hubert, qui va hériter du fief Hubert. Et c'est pour ça que John Nelson, donc le fondateur de Valcartier, va devenir aussi seigneur du fief Hubert par le mariage avec sa femme, Marie-Ursule Hubert. Alors donc, d'où le nom, la ZEC Batiscan Nelson. Alors, on va arpenter ça. Bon, il y a eu plein de chicanes, là, mais je n'entrerai pas là-dedans. Tu iras lire des documents là-dessus ou je t'en conseillerais si tu veux avoir des lectures supplémentaires.
On va arpenter aussi les terres. C'était une obligation seigneuriale dans les actes de concession. Et là, on va faire venir là, le plus célèbre des arpenteurs du régime français. Comment il s'appelait? Noël Beaupré, ouais, c'est ça, en tout cas. Et là, je te présente un extrait d'un arpentage en 1733 d'une terre sur la côte Saint-Jacques entre le sieur Chartré et le sieur Allard. Et là, si tu as bonne oreille, tu te souviendras, Chartré, ça devrait te dire quelque chose, hein, puisque tu te souviens d'un événement exceptionnel qui s'est déroulé sur le rang Saint-Jacques en 1704, alors que François Chartré, le père du dit Chartré dont il est question ici, s'était fait battre à coups de bâton sur la tête par Nicolas Ledoux dit Latreille en revenant du moulin des mères hospitalières de l'Hôtel-Dieu de Québec, donc tout près de la rivière du Berger, au moulin des mères. Alors, c'est cette même famille Chartré-là qui va faire arpenter sa terre voisine de celle de la famille Allard. Et là, tu as un extrait ici là, de l'arpenteur Noël Beaupré, qui écrit très, très mal, hein, soit dit en passant, là, je l'ai lu plusieurs fois. Alors, l'an 1733, le 4 de mai, à la requête de Pierre Allard et du sieur Chartré, le père va se signer. Alors, donc, ce qu'il dit, c'est qu'il va chaîner le terrain, hein, carrément, là, c'est qu'il va mettre une borne, puis là, il va dérouler sa chaîne, puis là, la chaîne mesure tant, puis il est capable de délimiter les limites de chacune des terres sur le terrain en s'orientant là, avec une boussole pour tirer des lignes droites là, et correspondant à la réalité de la concession. Alors, c'était une obligation des censitaires. Et tu vois ici, là, on mentionne, là, et j'y ai planté 2 bornes de pierre avec briques et mâche-fer. Alors, donc, les bornes, c'était pas un piquet orange, là, qui plantait. Là, il faisait un tas d'affaires avec des briques, des pierres, puis du mâche-fer. Puis il mettait ça là, il enterrait ça, puis il savait que ça, c'était la borne de mon terrain. Ça va? Alors, le censier. Là, un peu plus tard dans le temps, on va voir apparaître le besoin de déterminer dans un livre qui paye quoi, puis quand, puis est-tu en retard. Alors, le censier va jouer ce rôle-là. C'est le document dans lequel le seigneur compile l'état du paiement des redevances seigneuriales. Plusieurs documents relevant de la seigneurie Saint-Gabriel ont été produits. Puis là, je vais te montrer un exemple entre 1720 et 1750 du censier. Mais il y en aura plusieurs censiers en cours de route jusqu'au 19e siècle. Alors, par exemple, ici, là, ce que je veux te démontrer, c'est le chaos qui règne dans un document comme ça. Chaque terre a une page sur laquelle on prend des notes dans l'administration de la seigneurie pour savoir combien qu'on a payé sur telle terre. Alors ici, c'est dans la route Saint-Antoine au haut, donc au nord du chemin. On a Pierre Regnault. Hein? Là, ici, on a rajouté veuve de Pierre Regnault. Hein? Et ici, c'est écrit quelque chose qu'on en a la moitié. Pierre Regnault jouit de cette terre qui fut concédée au dit Regnault devant Genappe, donc le notaire, le 8 janvier 1706. Alors, des pères et Raffex, savoir 5 arpents de front sur 20 arpents de profondeur, doit par an 5 chapons, 5 sols de sens droit de retrait. Alors, il doit, parce qu'il a acquis de Guillaume Falardeau, cette terre est à Joseph Regnault. Là, tu vois, là, on écrit d'autres notes avec une autre écriture plus tard. Là, ça devient le chaos. C'est ce que je veux te montrer. Parce que ceux qui administrent le bien dans le censier prennent des notes à gauche, à droite, un peu partout sur ce document-là. Alors, celui-là, il n'est pas si mal, mais il y a des pages qui sont 10 fois plus imprécises et incompréhensibles que celles que je te montre maintenant. Et chaque censier va avoir plusieurs centaines de pages. Alors, quand tu lis un censier, tu ne lis pas ça de couvert en couvert, tu cherches un document, tu tournes les pages là, à l'écran numérisé, puis de temps en temps, tu vois des perles que tu peux sortir puis utiliser là, dans tes recherches. Évidemment, il y a un index, généralement,
qui se trouve au tout début des pages qui mènent à des numéros comme tu vois ici à droite. Donc ça, c'était un outil des seigneurs qui leur permettait, là, un peu comme un grand fichier Excel, si tu veux, de déterminer qui a payé, puis combien qu'il doit, puis sa date de quand, puis depuis quand il est là, puis qu'est-ce qu'il a fait avec cette terre-là. On a aussi, là, au début du 19e siècle, à un moment donné, c'était devenu le chaos dans ces immenses terres-là. Donc, on a déterminé un nouveau document qui s'appelle la Déclaration de possession de terre. Alors, où on va avoir des personnes qui vont se rendre devant un notaire. Déjà là, tu es mieux organisé, tu le vois bien, hein, avec un formulaire dans lequel il y a des trous et dans lequel on va remplir les trous en prenant les informations nécessaires. Alors ici, on est en 1826. Alors là, en 1826, le 14e jour de février, en procédant à la confection du dit papier terrier, est comparu par devant nous Roger Lelièvre, notaire public, résident à Québec, appointé pour la confection du dit papier terrier, et son confrère notaire sous-signé, Joseph S. Quiambre, cultivateur, dans la paroisse Saint-Ambroise, lequel a déclaré qu'il y a dans la Seigneurie Saint-Gabriel, puis on décrit la terre, blablabla. Bla, 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 bla. Donc, on va faire ça. En 1826, on dit, ben là, on a perdu le contrôle, on va obliger les censitaires à se présenter devant le notaire, puis à déclarer c'est quoi qu'ils ont comme terre. Les dernières rentes, le 11 novembre 1940. Avant de t'en dire plus sur ça, on abolit le système seigneurial le 21 décembre 1854. Il y a deux possibilités à ce moment-là. La première, c'est de commuer la terre, une commutation de la terre, c'est-à-dire de changer l'existence du lien de soumission qu'il y avait dans la possession de la terre. Tu pouvais racheter ta terre, hein, en donnant un montant d'argent plus important que le montant de la rente seigneuriale qui était minime, là, on va se le dire. Et ainsi, là, tu te libérais du lien féodal qui existait entre le seigneur et toi. Évidemment, la très forte majorité des censitaires n'étaient pas en mesure de payer ce montant d'argent. Par conséquent, tu pouvais conserver le lien seigneurial en continuant à payer la rente seigneuriale une fois par année. Une rente qui était relativement minime. Et là, 1855, quelques jours après la loi abolissant le régime seigneurial, on crée les municipalités au Québec. On va créer la municipalité qui va s'appeler Saint-Ambroise de la Jeune-Lorette, hein, qui est collée sur le territoire de la paroisse Saint-Ambroise de la Jeune-Lorette. On prend le territoire religieux, puis on y met une autre couche par-dessus qui va s'appeler territoire civil, municipalité, dans laquelle on va payer des taxes municipales pour avoir des services. Mais sur ton compte de taxes municipales, si tu n'as pas donné un montant pour te sortir du lien féodal, eh bien, tu vas avoir une part de ta taxe foncière, si on veut, qui va être versée aux pauvres seigneurs qui perdent leurs revenus avec l'abolition du régime seigneurial. Et ces sommes-là vont être conservées et administrées par l'État, par l'État québécois, ultimement. Et la dernière rente seigneuriale va être payée le 11 novembre 1940. Donc, en plein, dans la Première Guerre mondiale, mais quasiment dans la Deuxième Guerre mondiale, pardon, mais 100 ans ou à peu près après l'abolition du régime seigneurial. Alors, imaginez là qu'on doit gérer toutes les seigneuries du Québec, dans lesquelles il y a X nombre de seigneurs et sous lesquels il y a X nombre de censitaires, qui ont tous eu pendant 3 ou 4 générations une quantité innombrable de descendants et qui doivent faire leur part ultimement dans le paiement de ces rentes-là. C'est devenu le chaos, assurément, et ça s'est terminé en 1940 avec la fin donc du dernier montant versé de rente seigneuriale au Québec. Alors, quand je te dis que le système seigneurial va laisser des traces jusqu'à récemment, écrites, eh bien, 1940, ça fait 80 ans, il n'y a pas si longtemps. Je suis certain qu'il y a probablement des personnes dans la salle ce soir qui ont existé
qui était né avant le dernier paiement de la rente seigneuriale. Levez pas la main, je veux pas vous voir bien ça. Alors, je te donne des exemples ici. Genre, je tiens à remercier Bernard Poirier pour les documents que je présente à l'instant. Alors, qui est dans sa collection privée. Merci, M. Poirier. Alors, ce sont donc des montants. Ici, là, vous avez M. Joe Moras qui habite à un endroit qui s'appelle Atalante. Hein, tu as déjà lu ça, hein, Atalante? Hein? Val-Bélair, là, ça portait le nom de Atalante. Saint-Gérard-Magella, Atalante, hein, pour le préciser exactement c'était où. Donc, doit aux héritiers de Antoine Juchereau-Duchesnay pour une année, au 11 novembre 1924, de la rente constituée due sur vos terres dans la seigneurie Godarville, 56 cents. Reçu, paiement à Québec, ce 6 octobre 1924, Jules Larue, blabla. D'accord? 56 cents. Imagine la gestion de tout ça, où chaque propriétaire de terrain dans l'ensemble du Québec allait payer une rente annuellement, le 11 novembre, de quelques dizaines de cents comme ça. Vous avez ici le même document en 1925 pour le même montant, le 15 octobre 1925 pour 56 cents. Alors, généralement, des documents comme ça, c'était soit séparé ou payé sur la facture de taxes foncières. Ça dépendait des seigneuries. Mais ça, c'est une super belle pièce où on voit notamment là, apparaître là, le nom du propriétaire. On voit le mot Atalante qui nous intéresse vraiment beaucoup. Les héritiers d'Antoine Juchereau-Duchesnay, donc qui était le seigneur de la seigneurie de Godarville, donc tout juste voisine de la seigneurie Saint-Gabriel. Et on a le montant ici payé de 56 cents. Documents comme ça pour la seigneurie Saint-Gabriel, on n'en a pas vraiment beaucoup. Il y en a un petit peu qui sont apparus dans les dernières années en ligne dans les archives de la province de Québec, du Québec. Puisque en 1800, les Jésuites ont disparu et c'est l'État, la couronne, qui a pris possession des biens des Jésuites et qui a géré toute cette question-là. Donc, l'État dans l'État, les traces étaient moins évidentes que celles qu'on voit présentement, alors que c'est un seigneur privé, hein, Antoine Juchereau-Duchesnay, qui possédait cette seigneurie-là. Et donc, ses héritiers, à lui, Antoine Juchereau-Duchesnay, je ne sais pas, il était rendu combien ces héritiers-là en 1924, mais ils étaient sans doute quelques dizaines qui se séparaient un tas de 56 cents qui leur été versés. Alors, imaginez la situation. Alors, en nouveau, merci à Bernard Poirier. Il y en avait d'autres, là, j'en ai mis quelques-uns seulement. Ce sont des pièces exceptionnelles. Alors ici, on a justement un autre document là, de messieurs Alexandre Moraz, Joe Vallière et Mme Veuve Martial Légaré à Saint-Jean-Magella. On est le 22 juin 1934. Donc, sur le lot 274 du cadastre de la paroisse Saint-Ambroise de la Jeune-Lorette. Donc, les cadastres avaient été créés vers 1875. Donc, sur le territoire de la seigneurie Saint-Gabriel, 30 ans de rente seigneuriale au 11 novembre 1933 à 16 cents, plus les arrérages, ça donnait donc un montant total de 7,47 qu'on devait payer. Donc, on est quelques années avant l'abolition totale, finalement, de la dernière rente seigneuriale. Je vous épargne le reste des documents, mais pour les Jésuites, on a une tonne de documents supplémentaires que j'aurais pu vous présenter. Et des fois, il y a des documents là, de seigneuriaux dans la seigneurie Saint-Gabriel qui s'intitulent liasses de documents seigneuriaux. Où là, tu as des pages, tu ne sais pas c'est quoi, tu as des notes manuscrites, puis ultimement, tu ne comprends pas exactement ce que chaque page de document veut dire. Mais c'est un bonheur pour les historiens de retrouver des piles de documents comme ça et de les fouiller parce que c'est des tonnes d'informations qui restent à trouver sur l'histoire seigneuriale à travers les documents écrits qui existent sur le territoire qui est celui de la Haute-Saint-Charles. Alors, je conclue en vous disant, souvenez-vous donc que lorsque vous ferez votre paiement de taxes foncières, lorsque vous ferez arpenter votre terrain, lorsque vous irez vérifier les bornes sur votre terrain, vous poserez donc un geste que nos ancêtres ont, somme toute, posé depuis plus de 1000 ans. Heureusement, nous en gardons des traces dans les archives. Conservez vos vieux papiers.
Alors, je suis prêt à prendre vos questions si vous en avez à travers cette espèce de d'épluchage sommaire de l'histoire seigneuriale de notre territoire par les documents. Je vous dirais que la majorité des documents que j'ai présentés ce soir sont des documents qui proviennent des Archives nationales du Québec, qui sont tous en ligne et qui sont tous consultables en ligne gratuitement à travers le moteur de recherche qui s'appelait autrefois Pistar et qui s'appelle maintenant Advitam. Alors, c'est un moteur de recherche facilement trouvable. Si vous allez dans Google, là, vous tapez Advitam, A-D-V-I-T-A-M, vous tombez directement sur le moteur de recherche des archives. Vous pouvez faire une recherche simple ou une recherche avancée en incluant des dates ou les titres des documents ou les lieux. Puis vous écrivez ce que vous voulez, puis vous allez tomber sur ces documents-là. Et je vous dirais qu'après environ 15 ans de plaisir à les éplucher, je ne les ai pas tous encore regardés. Et vous en avez encore pour quelques années à vous amuser dans ces documents-là, clairement. Donc, l'histoire seigneuriale, là, c'est une histoire qui est encore très présente, qui est marquée sur le territoire, je l'ai dit tantôt, mais qui est extrêmement présente par les documents. Puis par les actions qu'on fait au quotidien. On ne paye pas des taxes foncières au quotidien, là, on s'entend. On paye nos versements de taxes le 1er mars. Là. Je crois que ça a été reporté là, cette année, encore une fois. Là. Mais hein, on commence à payer ça au mois de mars. Hein? Mais quand on paye nos versements de taxes, c'est la rente seigneuriale. On n'a rien inventé au 21e siècle. Hein? On pense qu'on invente puis qu'on a. Non. On reprend des choses qui existaient auparavant. On réutilise des actions, des gestes qu'on utilisait auparavant, puis on les répète. Pour ce qui est il y a beaucoup moins de traces en ligne parce que, bien évidemment, pour la Seigneurie Saint-Gabriel, c'est les biens des Jésuites qui ont été saisis par la couronne. J'ai comme entendu un chien ou quelque chose comme ça. Oui, c'est le chien d'Alfred. Donc, ça m'a déconcentré. Les biens des Jésuites ont été saisis par la couronne. Donc, les documents des Jésuites ont été conservés par la couronne, donc par l'État québécois ultimement. Ça s'est retrouvé rapidement aux archives. Pour ce qui est des mères hospitalières de l'Hôtel-Dieu de Québec, elles existent encore et elles possèdent encore une grande partie de leurs archives. Alors, c'est pour ça que la Seigneurie Saint-Ignace est beaucoup moins documentée via les Archives nationales du Québec. Puis, ben, il y a des fonds d'archives privés, là, comme Juchereau-Duchesnay, Godarville, il y a certaines pièces en ligne, mais toutes les pièces, par exemple, des actes de concession et tout ça, ne se retrouvent pas aussi aisément que dans la Seigneurie Saint-Gabriel. Je ne sais pas si vous avez des questions. J'ai une question, deux questions, Mario. Ben oui, allez-y, Alfred M. Martel. Martel. Oui, La allez-y. première ben, les seigneurs avaient toujours un manoir. Là. Giffard, il y en avait un, Beauport. Oui. Et Duchesneau, c'est celui qui est près du golfe du lac Saint-Joseph, ça? Ça se peut-tu? En montant la côte pour aller vers Duchesnay, Oui, je vers le crois. lac Saint-Joseph. À côté du golfe, ça se peut-tu que ça? Il Et y a je un ne connais pas manoir? beaucoup ce coin-là, mais oui, c'était dans ce coin-là. Oui? Bon, effectivement. D'ailleurs, Est-ce sur la carte de la Seigneurie Godarville, là, on ne l'a pas bien vu parce qu'elle était petite, là, mais on voyait entre autres le lac Ontaridzi. Là. Je peux, en Oui, allant à Duchesnay, là, on voit ça, on te oui, croit, oui, en fait. Bon, c'est oui. pas loin de cet endroit-là, effectivement. Est-ce que Bonhomme, Guillaume Bonhomme, est-ce qu'il y avait un manoir? Je ne croirais pas parce que ce qui est arrivé rapidement avec la Seigneurie Bonhomme, c'est qu'elle a été transférée aux Jésuites. Donc, les Ah, Jésuites sont elle devenus. aussi. Oui, elle est devenue une seigneurie jésuite. J'oublie l'année, mais c'est dans les années 1740 là, de mémoire, à vérifier, là, OK. mais autour de ça. Assez rapidement, elle a été transférée aux Jésuites. Donc, OK. les Jésuites, pour répondre à votre question, n'avaient pas de manoir dans leur seigneurie. Les Jésuites avaient leur collège en ville et c'était là que ça se passait, là, qui se trouvait sur le site de l'actuel Hôtel de Ville de Québec. Mais les Jésuites se gardaient des terres et les utilisaient comme domaine. Par exemple, là, sur le boulevard de Lormière, si on descend Lormière, dans le coin là, de la garderie La Turlute, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, qui est une Non. garderie au sud de Chauveau, à gauche, vers le stade de soccer. Là. OK. Il y avait un domaine OK. là, sur la carte de 1754, on le voit, c'est écrit domaine. Mais OK. jamais ils vont se construire un manoir sur ce territoire-là. Il faut dire qu'ils avaient aussi
sur le terrain, un missionnaire qui jouait un rôle religieux auprès des Hurons à la chapelle, si on veut, la chapelle Notre-Dame de Lorette, juste ici à côté. Donc, il y avait quelqu'un sur place, mais qui jouait pas vraiment le rôle de seigneur sur le terrain, mais qui, à travers son rôle religieux, jouait aussi un peu l'autorité seigneuriale, parce qu'il était directement, finalement, seigneur du territoire où il se situait aussi, là, si on veut. Là. Donc, il y avait les deux chapeaux, les jésuites, là, surtout vers la fin, alors que les jésuites mouraient sans pouvoir se renouveler. Là, et que là, le dernier, là, Étienne Thomas Giraud de Villeneuve, le dernier qui va quitter en 1793, ben, quand il quitte, là, je pense qu'il était rendu juste 3 ou 4 qui restaient encore en vie. Là. Fait que, tu sais, les jésuites étaient 3 ou 4 à se partager la plus grande partie du territoire de la vallée du Saint-Laurent à ce moment-là. Merci, Mario. Ça fait plaisir. Il y avait Nadège Doyon qui m'a posé une question. Elle a dit, tu parlais d'un seigneur privé tantôt. C'est quoi? Il y a plusieurs sortes de seigneurs. Oui, il y a les communautés religieuses qui sont seigneurs. Donc, j'ai parlé des jésuites, des augustines, entre autres. Mais il y avait des seigneurs privés. C'était une personne. Donc, Antoine Juchereau du Chêné, par exemple, était le seigneur de la seigneurie Godarville et ça va se passer de père en fils, cette seigneurie-là. Comme la seigneurie de Beauport, là, qui va être dirigée par une femme à un certain moment donné, là, Catherine Peuvray, là, entre autres. Donc ça, c'est une seigneurie privée. Ça ne relève pas d'une communauté religieuse. Alors qu'une seigneurie avec des seigneurs religieux, c'est autre chose. Donc je ferai une distinction comme ça. Mais c'est le même principe, c'est les mêmes règles qui s'appliquent. C'est juste que des jésuites, ben, techniquement, il y en a tout le temps, là, mais c'est pas de père en fils, là, en tout cas. Normalement, non. Ça va. Ensuite, il y a mon frère qui dit, dans la région de Québec, le système seigneurial ne fut pas aussi effectif que le long de la vallée du Saint-Laurent, en bas de Montréal, où le système offrait un accès sur le fleuve après ma barre pour des raisons de transport et de communication. Ben, en fait, l'idée, c'est que le système seigneurial s'étirait le long de cette espèce de grande route-là qui était le fleuve Saint-Laurent. Puis dans la région de Québec, ben, c'est sûr que là, dans la ville de Québec, c'est une autre réalité. Puis dans la ville de Montréal, c'est une autre réalité aussi. Mais l'étirement du système seigneurial avec un front sur le fleuve et le chemin du roi là, sur la rive nord, là, que vous connaissez tous de nom au moins, c'est sûr que c'est une réalité bien particulière avec accès au fleuve. Mais dans, essentiellement, là, c'est la même réalité administrative, d'accord? Puis l'application sur le terrain, là, physique, géographique, ça, c'est autre chose. Et c'est une chose que j'ai conclu, c'est que le beau modèle que vous avez en tête, là, des longues bandes de terre étroites, là, avec une maison là, sur le bord de l'eau, là, ça, c'est le modèle théorique qui est le modèle que l'on voit le moins dans la réalité. Parce que la constante dans la concession des seigneuries et des terres dans les seigneuries, c'est qu'il n'y a pas de constante. D'accord? Des terres de 20 par 30, de 3 arpents par 30 de profond, toutes sortes de dimensions. Hein? Il y a 1001 dimensions possibles, puis des fois, on est pris avec une rivière, puis la terre, elle arrête à rivière. Tu vois, les terres de Saint-Jacques, là, on disait jusqu'à la rivière Saint-Charles. Hein? Ça donne combien de superficie, ça? Oh, ça dépend. Hein? Calcule-les. Calcule-les toi-même, jusqu'à la rivière. Hein? Fait que ça, c'est la constante. Ça, c'est la réalité sur le terrain en réel. C'est qu'il n'y a pas de constante dans les concessions des terres. Ben oui, on a une image, mais cette image-là n'est pas parfaite, puis n'est pas la réalité de la majorité des terres. On n'a qu'à penser dans notre région à Charlebourg, qui est un système unique avec des terres en étoile, donc le village en étoile autour du trait carré, là, dans le trait carré. Après ça, M. Poirier, je pense, c'est Bernard, ça doit être M. Poirier. Où peut-on trouver plus d'archives sur la seigneurie Godarville? C'est une excellente question à laquelle je n'ai pas de réponse pour le moment, mais je vais vérifier. Ça m'intéresse moi aussi parce que c'est une partie de notre territoire. Mais c'est vrai que pour Godarville, qui était une seigneurie privée, a priori, on n'a pas nécessairement grand-chose aux archives nationales. Mais c'est une bonne question. Ça m'intrigue moi aussi. Peut-être qu'il y a encore des documents qui sont dans les familles, là. C'est des possibilités qui peuvent exister là, encore aujourd'hui. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions.
Francine qui a l'air d'avoir une question. Francine Trudel. Vas-y, Oui, oui. Francine. Lorsqu'on recherche dans Ad Vitam et qu'on veut, par exemple, tenter d'identifier la terre d'un ancêtre, est-ce qu'on peut rechercher par, comme nom de famille, je donne Savard, par exemple? Et est-ce que, selon les années là, de ces aveux de démembrement et tout ça, est-ce qu'on peut arriver à trouver facilement, enfin, de la terre d'un Savard, où est-ce qu'elle était située? Mais je donne Savard, là, ça peut être n'importe quel nom. Ouais. Oui, je comprends. Ben, c'est pas aussi facile et clair que dans le registre foncier du Québec. Aujourd'hui, là, quand vous vendez votre maison ou quand vous achetez une maison, vous allez dans le registre foncier du Québec, par votre adresse physique, postale, vous avez un numéro de lot. Puis là, dans le registre foncier du Québec, tu vas dans le numéro de lot, puis tu es capable de reculer jusqu'à 1874-75, où là, tu connais tous les propriétaires précisément. Tout est en ligne, tout est consultable relativement aisément. Avant ça, c'est faisable, mais des fois un petit peu plus difficile parce qu'il faut souvent que tu croises peut-être deux sources entre elles, en déduisant qu'une source veut dire telle affaire, en regardant les voisins, comme dans l'aveu et dénombrement, là, sont classés un après l'autre. Hein? C'est pour ça qu'ils disent au-dessus se trouve, hein? C'est à côté, au-dessus, au-dessus, au-dessus. Ils suivent tout un arrière de l'autre. Quand tu as une idée de où ça commence avec la carte, par exemple, d'Ignace Plamondon en 1754. Là, tu sais que la première, c'est un tel, puis après ça, tu descends. Puis là, tu as les fronts. Là, tu es capable d'estimer à peu près où ça se trouve. Fait que oui, c'est relativement faisable. Des fois, plus facilement que d'autres. Là, ça dépend des documents, mais il y a possibilité de faire un peu. Mais la recherche, moi, je dirais par nom de famille, par Oui, exemple. Bon, il y oui, a un index. Tu as mentionné tantôt qu'il y avait des index ça dans dépend certains des documents. documents. Oui. Il y a des documents qui ont des index, comme les censiers ou les papiers terriers qui vont arriver un peu plus tard, ils ont des index. Les aveux et dénombrements, des fois oui, pas toutes les copies. Puis, ben, c'est ça. Sinon, les actes de concession, tu peux les chercher par nom de personne. Hein? Si tu délimites, là, comme sur Saint-Jacques, là, que j'ai cherché particulièrement, là, les premières terres ont toutes été concédées le 15 mars 1698. Fait que là, tu vas chercher là, précisément acte de concession Saint-Jacques. Tu mets tes dates dans le Vitam entre 1695 et 1700, puis tu vas toutes les trouver facilement. Ils vont toutes t'apparaître, tu peux tout aller les lire, puis te dire, ben là, tu lis la première, puis la première, le premier acte de concession, il dit le voisin, c'était un tel. Fait que tu lis le deuxième, c'est bien lui un tel, puis ils disent les voisins. Tu sais. Okay. Les actes de concession, ils disent les voisins. Fait que tu es capable de dire, de comprendre qui fait quoi. Puis après ça, ben, tu sais, mettons que tu veux vraiment pousser, là tu vas aller chercher les baptêmes, mariage, sépulture dans une autre source. Puis là, tu dis, ah, OK, oui. Puis là, des fois, ils écrivent, il provient de telle place, il habite Saint-Jacques ou la Misère dans le lac. Puis là, tu es capable de démontrer que c'est un tel, un tel. C'est vraiment du croisement de sources là, qui te permet d'identifier un lieu, une personne et tout ça. Okay. Monsieur Vincent Savard me demande quelle est la limite ouest de la seigneurie Godarville. Alors, Godarville, là, si je me souviens bien, ça fait un genre de L ou un U inversé, là, avec bonhomme à l'intérieur. La section ouest, c'est dans Saint-Augustin, si je me souviens bien. La limite ouest, M. Savard, c'est Saint-Augustin. Saint-Augustin fait partie de mémoire, en tout cas, vers Saint-Augustin de Godarville. Faudrait valider avec précision, là, mais c'est vers Saint-Augustin probablement. Parce qu'au sud, là, il y avait cette seigneurie-là qui s'appelait Demort, hein, d'où le mot Saint-Augustin de Desmaures, là, alors qu'il y avait la seigneurie de Demort au sud vers le fleuve, et donc au nord, Godarville se connectait par le nord sur Saint-Augustin. Donc précisément, Oui. la limite seigneuriale, là, je ne pourrais pas te dire exactement le rang ou faudrait que je vérifie avec précision. Mario? Oui, Alfred Martel, allez-y. Oui, me semble que j'ai déjà entendu parler il n'y a pas si longtemps que dans le secteur quartier Saint-Malo, qu'il y avait encore des gens qui payaient des petites
redevance à des communautés religieuses, ou Limoilou peut-être, mais peut-être plus Saint-Sauveur. Ça devait être à des religieuses. Est-ce que ça se Ben, peut, ça? c'est ce qu'ils appellent Notre-Dame-des-Anges. Peut-être, oui. Le C'est l'hôpital général. tel général, oui. Oui, c'est ça. Ça se Mais fait je, encore. mais je pense qu'il n'y a pas d'autres personnes qu'eux autres qui vivent là, là. Il y a juste les sœurs avec leur église sur le terrain, L'hôpital avec leur général. hôpital. Oui, c'est ça. C'est ça. Il n'y aurait plus personne qui paye quoi que ce soit aux religieuses. À ma connaissance, là, sauf erreur, je ne crois pas qu'il y ait encore des personnes qui paient aujourd'hui des rentes seigneuriales. Denis OK. Paul? Ben, dans les années 50, mon beau-père il a acheté une maison sur la rue Sainte-Thérèse. Oui, hein? Puis il payait une rente aux Oui. Augustines, aux sœurs hospitalières, mais je pense que c'était de l'Hôtel-Dieu du Sacré-Cœur, eux autres, qui allaient payer. OK. Ça Ça a fait pas été longtemps. aboli là, à un ça. moment donné, mais ça fait pas longtemps, là, ça fait 50 Ben ans non. là, à peu près. Là. Ben, c'est ça. C'est ça. Donc, Oui. c'est ça. Ben, le terrain, c'est parce que le terrain était comme loué. C'est ça. Ah, OK. Il y avait la maison, mais il n'y avait pas le Il y avait- terrain. Ils payaient une rente pour le terrain. Pour À le un moment terrain. donné, ils les ont comme vendu, là, concédé le terrain pour Oui. rien. Là, tu sais. Oui. Ouais, Francine Trudel. Est-ce que ça se peut que l'hôpital général ne fasse pas partie de la ville de Québec? Exact. Qu'ils ont leur propre structure administrative et qui ne font pas partie de la ville de Québec? Exact. Donc, est-ce qu'ils ont leur... c'est considéré comme une seigneurie ou... Une municipalité. Leur chef, là, je ne sais pas quoi, il y avait leur maire supérieur. C'est comme la mairesse, si tu veux, là, de leur ville. Elle est enclavée à l'intérieur de la ville de Québec. OK. C'est bien ça? OK. Oui. Ça s'appelle Municipalité Notre-Dame-des-Anges. Notre-Dame-des-Anges, Parce oui. que, ouais. À ne pas confondre avec la seigneurie Notre-Dame-des-Anges, dans laquelle il y a le territoire de Charlesbourg et du Très-Carré d'aujourd'hui, qui portait le nom de seigneurie Notre-Dame-des-Anges et qui appartenait aux Jésuites, comme la seigneurie Saint-Gabriel, comme la seigneurie Bonhomme, comme la seigneurie de Batiscan, comme la seigneurie de La Prairie, entre autres, comme l'île aux Ruaux. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça. L'île aux Ruaux, au large de l'île d'Orléans, c'était une île qui appartenait aux Jésuites, entre autres, et sans doute bien d'autres seigneuries également. D'où le fait que les Jésuites étaient les plus grands propriétaires fonciers dans la vallée du Saint-Laurent à la conquête. Ils vont le rester jusqu'à temps qu'il y ait un jésuite encore en vie. Il va mourir en 1800, le dernier jésuite. Et c'est à ce moment-là qu'il y a plein d'acteurs qui vont tirer à couvert pour prendre possession de leurs biens, parce qu'il y a des revenus innombrables. Et c'est la couronne, finalement, qui va prendre le contrôle de ces terres-là. Mais quand les Jésuites sont revenus, ils n'étaient plus seigneurs. Là, Non. Vers Non. 1820 qu'ils sont revenus, là, c'était comme communauté religieuse pour enseigner. Là. Exact, c'est ça. Et tout ça va être réglé là, dans une entente qui va se faire par le premier ministre Honoré Mercier entre 1887 et 1891. Mercier qui a déjà eu une maison de campagne à Sainte-Anne-de-la-Pérade, soit dit en passant. Le manoir seigneurial. Mais en fait, c'est une autre histoire. Je prendrai d'autres questions s'il y en a d'autres. Oui, Alfred Martel, quand tu parlais tantôt de 56 sous, là, je ne me souviens pas en quelle année. 24-25? Ça représente quoi aujourd'hui? Quelques dollars, là. Quelques dollars, hein? Je vais aller vérifier. Ah, Hugo Chouinard, le spécialiste de la monnaie ici, va aller vérifier, il va nous donner une réponse. OK, merci. Hugo. On s'entend que ce n'est pas des sommes incroyables. Ça n'a rien à voir avec le paiement des taxes foncières que vous avez et que j'ai éventuellement. C'est ça. Oui, il y avait... C'est Vincent Savard? J'avais laissé une note. Oui, je viens de voir. Concernant les rentes que les religieuses percevaient à Québec. Là. Les communautés religieuses, sur l'hôpital général, l'Hôtel-Dieu, ces rentes-là résultaient d'un bail à rente. Ça n'a rien à voir avec le système seigneurial. Non. Le bail à rente, c'est un mode d'aliénation des propriétaires en percevant un revenu sur le capital qui est à la rente.
pour une période de 99 ans, mais ce n'est pas le même régime juridique que le régime seigneurial. Ça. Non, ben Est-ce c'est que- ça, les villes étaient un peu sorties de la réalité seigneuriale, là, généralement, là. Québec, le Ouais. centre-ville de Québec, là, était un peu sorti de est-ce cette réalité-là. est-ce que c'était parce que les terres des maisons de ces quartiers-là appartenaient originalement aux communautés religieuses? Au lieu de les Oui, vendre, ils ont loué? ils vendaient sous la forme d'un bail à rente. Oui, OK. Un bail à rente, il y avait aliénation. Oui, Les gens devenaient propriétaires après avoir payé et la rente et le capital. oui, Il y oui, avait oui, 4 oui. Ils pouvaient payer le capital par anticipation. À ce moment-là, ils arrêtaient de payer la rente. Mais C'était souvent, les gens. l'hypothèque inversée. C'est du crédit. C'est du crédit. Voilà. Oui. Est-ce que Hugo Chouinard t'a trouvé une réponse aux 56 cents de 1924? 2,25 $. Moi, je te dirais que ça doit être entre 8 et 9 dollars à peu près. C'est 7 $. C'est 7 Ah, $. C'est 7,5 merci, environ. Hugo. 7, Merci, Hugo. Merci bien, Hugo. Alors, autour de 7 $ par année. Par année, en argent d'aujourd'hui. Alors, donc, c'est comme quand je disais que c'était pas grand-chose. Puis, tu sais, imaginez le casse-tête de ça, là. Moi, c'est ça qui me vient me faire virer de sourd, là, en bon français. C'est un énorme casse-tête. Et tout ça était pour préserver, en fait, les revenus des seigneurs qui, non seulement gardaient leurs revenus, mais pouvaient utiliser, d'une part, toutes les terres qui n'avaient pas été concédées dans la seigneurie et les vendre, et aussi, en changeant le lien féodal qui existait sur les terres, pouvaient construire des industries sur le bord des rivières, notamment, dans un monde pré-industriel, et faire des profits avec ces industries naissantes qui fonctionnaient généralement avec l'eau. C'est le cas notamment de l'apparition des moulins à farine, des moulins à scie, pardon, qu'on va retrouver sur le bord de la rivière. C'est le cas ici à la rivière Saint-Charles, sur le bord de la Chute. C'est le cas sur le bord de la rivière du Berger. Au lendemain de l'abolition du système seigneurial, le 21 décembre 1854, les sœurs mettent le terrain à vendre du moulin à farine sur le bord de la rivière du Berger, au moulin des Mers. C'est acheté en 1855. Ça va être revendu à quelques reprises. Puis c'est l'industrie naissante. Là. On n'est pas dans la civilisation industrielle avec le charbon à grande profusion, tout ça. On utilise l'énergie de l'eau au départ, donc la force motrice de l'eau. Donc les seigneurs vont profiter, là, les anciens seigneurs, énormément en conservant leurs revenus, mais en développant l'industrialisation naissante sur ces terres-là qui deviennent nouvellement disponibles à y construire des industries. C'est un coût d'argent là, exceptionnel que quelques familles de seigneurs privés vont faire au Québec là, avec l'abolition en 1855. En 1854-55 finalement. C'est exceptionnel. C'est pour ça qu'on va voir là, ben ici, sur le bord de la rivière Saint-Charles, là, plusieurs industries là, à partir de la Chute en montant. Là, il va y avoir le moulin à papier éventuellement qui va être construit là, qui est un super bel exemple de cette réalité-là. Et dans le parc Jean-Roger-Durand d'aujourd'hui, il y avait des tanneries. Tout ça, si le régime seigneurial avait continué à exister, on n'aurait pas pu faire ça. Donc l'abolition, c'était pas pour sortir les pauvres censitaires de cette chaîne qui les attachait à la terre, là, cette chaîne féodale là, qui socialement leur pesait dessus, là, les écrasait en les soumettant. Là. On s'en foutait un peu à cette époque-là. Hein. L'idée, c'était que les seigneurs voulaient faire non seulement de l'argent, mais le plus d'argent possible en se construisant une industrie, une compagnie privée. C'est ça. Embarquez-moi pas là-dedans, là. Arrêtez, là, s'il vous plaît. Je vous vois venir avec vos questions. Mais il y a un lien fort, là. Il y a un lien fort avec l'abolition. Le bouillonnement politique de l'époque aussi, il faut savoir, les patriotes avaient réclamé l'abolition du système seigneurial pour vivre dans un monde sans féodalité, c'était les grands principes, tout ça. Ça va rater. Ils vont être unis de force dans l'union. Etc., etc. Ils vont faire quelques gains politiques, mais très peu quand même. Là. Et c'est vraiment une classe privilégiée, généralement anglophone à cette époque-là, qui avait ramassé des seigneuries après avoir ri des Canadiens, là, parce qu'il y avait encore des seigneuries. Et donc, ils vont ramasser des seigneuries, ils vont faire de l'argent avec ça, vont construire l'industrie naissante. Et en conservant, en fait,
les anciens censitaires pour les faire travailler dans des conditions de travail épouvantables dans ces industries naissantes-là. Alors, sans l'abolition du régime seigneurial, on ne peut pas faire ça. Allez-y, M. Martel. Ça vient de mon épouse, là. Elle se demandait, à partir du moment de la conquête en 1760, qu'est-ce qui a changé avec la présence des Anglais dans le système seigneurial? Rien. Rien. Il y a deux écoles sur la conquête, deux écoles historiographiques sur la conquête. Il y a l'école de la rupture, puis il y a l'école de la continuité. L'école de la rupture, c'est l'école, les historiens défendent l'idée qu'il y a une rupture épouvantable avec la couronne française, puis tout ça, puis le lien a été brisé, puis blablabla. Et il y a l'école qui dit plus sociale que politique, qui dit, ben, finalement, là, hein, le gars qui vivait à Saint-Michel-de-Bellechasse, à part avoir vu sa ferme brûlée par les Anglais, là, le gars qui vivait à Saint-Michel-de-Bellechasse, dans la Seigneurie Saint-Gabriel, name it, là, partout au Québec, sa vie a-tu réellement changé avec la conquête au quotidien? Le lendemain, il est allé traire ses vaches s'il y en avait, il est allé nourrir ses poules, puis il est allé récolter, puis payer sa rente seigneuriale le 11 novembre. Donc, au bilan, moi, je dirais, là, rien n'a changé avec la conquête dans le régime seigneurial. C'est pour ça que les Anglais, quand ils arrivent, ils prennent possession non seulement du territoire, mais également de cette couche de territoire-là qui s'appelle les seigneuries, en devenant des seigneurs. Parce qu'il y a des nobles français qui avaient quitté à la conquête en abandonnant les terres. Et celui qui va le faire, qui est le plus marqué, c'est la seigneurie de Lauson, donc qui est Lévis d'aujourd'hui. Le grand Lévis d'aujourd'hui, c'est James Murray qui va prendre possession comme seigneur du territoire de la seigneurie de Lauson et qui va faire un revenu personnel, privé, énorme grâce à la possession de cette seigneurie-là. Ah. Merci, Mario. Ça me fait plaisir. C'est très fou. Oui. Moi, j'ai fait dans une autre vie, j'avais constitué un grand fichier dans lequel j'ai répertorié toutes les concessions de terre dans la Seigneurie Saint-Gabriel jusqu'en 1800. Et c'est de mémoire là, plus de 200 concessions écrites qui ont été faites dans la Seigneurie Saint-Gabriel. Et ça n'inclut pas Valcartier qui va être concédé seulement à partir de 1816. Alors, donc, dans Saint-Gabriel, là, on a tout le territoire là, qui est relativement encore peuplé aujourd'hui, là, hein, donc où les gens vivent, là, la rue Racine, Sainte-Claude, Verrette, Lormière, Sainte-Geneviève, la rue du Petit Saint-Antoine, donc la rue Saint-Antoine du court-métrage de l'autre côté. C'est tout ça, c'était l'écoumène, c'est là où le monde vivait. Puis la deuxième couche de concession de terre, on faisait ça dans le nord, terre à bois, la montagne ronde, vers Valcartier, la concession Saint-Michel, qui va donner Val-Saint-Michel, si vous voulez. Là. Ça, c'était dans la Seigneurie Saint-Gabriel. Quand tu montes Pionze, tu es dans la Seigneurie Saint-Gabriel. Fait que ça, au nord, c'est d'abord des terres à bois qui vont devenir là, plus habitées là, fin 19e, début 20e siècle. Fait que, tu sais, les gens avaient des terres dans le village ou autour du village, puis il y avait une, deux, peut-être trois terres dans le nord qui servaient de terre à bois, puis qui sera éventuellement dans l'histoire foncière vendue, là. Ou lotissée, puis habitée, puis construite. Fait que, tu sais, il y a une histoire de vie seigneuriale, de possession de terre qui se fait là, à l'intérieur de notre... Si on prend un grand cercle puis qu'on trace ça en mettant le point au milieu là, ou la chute, là, il y a une histoire là, qui se fait là, dans notre réalité. Moi, j'appelle ça le cœur seigneurial ou le centre seigneurial. C'est un peu ma théorie, là. Il y en avait eu un premier, un cœur seigneurial, c'est à l'ancienne Lorette. Le deuxième, c'est la chute ici, à la chute de Lorette. Et le troisième, ça sera à Valcartier, dans la Seigneurie Saint-Gabriel. Il y a M. Proto ici qui me demande, salutations, M. Proto, il y a eu intention de mettre fin aux seigneuries lors de la proclamation royale de 1763, mais l'échec était prévisible et rien n'a changé. Le modèle redevient officiel aux yeux de la Constitution de 1774 avec l'Acte de Québec, effectivement. 1774, le l'Acte de Québec, c'est ce qu'on a appelé la Grande Charte des Canadiens français. Donc, c'est une constitution très francophile,
parce qu'on avait peur que les Canadiens français se joignent aux révolutionnaires américains et se débarrassent des Anglais, comme les Américains vont le faire finalement. Donc, c'est pour ça qu'on avait ramené, en fait, la possession des terres à travers le système seigneurial. Donc, finalement, il y a eu plusieurs tensions, tendances à travers l'histoire, mais ce qu'on retient vraiment, là, c'est qu'il y a eu une continuité frappante dans ce lien féodal-là, qui, dans mes cours, quand j'en ai des cours, c'est là que je dis finalement tout ça à cause que les Vikings ont envahi le royaume des Francs au 9e et 10e siècle. Hein? Qui a mené à la création de la féodalité, où on avait besoin de se faire protéger par un plus puissant que soi, et ce plus puissant que soi-là va devenir la noblesse qui va se soumettre à la monarchie et qui va renforcer ultimement le lien entre toute cette ligne-là qu'on vient de tracer. Donc, en France, on va couper la tête au roi et on va dire il n'y en a plus de privilèges. Mais ici, ben, on était déjà détaché de cette réalité française-là. Fait qu'on n'a pas eu le bonheur de participer à la coupation de la tête du roi. Qu'est-ce que tu veux? Hein? Le 21 janvier 1793. On n'a pas coupaillé, on n'a pas participé à ça. On est resté fidèle. C'est ça. Qu'est-ce que tu veux? J'ai fait exprès tantôt pour te montrer la note dans l'aveu et dénombrement de 1733 où on mentionne la construction du moulin à farine, moulin à eau faisant farine de 25 pieds par 40 pieds. Parce que, à mon sens, à moi, seigneurialement parlant, c'est une étape extrêmement importante dans la vie d'une seigneurie. Et là, je te parle d'une bulle seigneuriale. Il y en avait déjà une à Lansing-Lorette où ils avaient déjà un moulin depuis 1716. Et la deuxième bulle va nécessiter la construction d'un moulin à l'été 1732. Il y en a qui évoquent l'année 1731 comme l'année de la construction du moulin à farine. Moi, avec cette trace écrite-là, je détermine et je défends l'idée qu'il a été construit à l'été 1732. Et ça dit quoi, la construction d'un moulin? Ça dit qu'il y a assez de monde sur place, autour, pour faire fonctionner le moulin, pour entretenir un farinier sur le terrain. Tant que tu n'as pas assez de monde pour le faire marcher, le seigneur s'organise pour aller faire moudre ailleurs. C'est pour ça que dans la seigneurie Saint-Gabriel, on s'organise avec la seigneurie Saint-Ignace au début. Hein? Dans la seigneurie Saint-Ignace, on va construire le moulin des Mères en 1695 sur la rivière du Berger. Donc, tu connais le secteur du moulin des Mères, tu es déjà passé en auto dans ce coin-là. Hein? Il y a M. Balieuse, là, c'est le coin quand tu pognes toujours la lumière rouge, là, tu sais où je veux dire. Alors, donc, il y a un pont, là, quand tu passes le pont, en dessous, il y a une rivière, c'est la rivière du Berger, puis en dessous de la rivière, bien, pas en dessous de la rivière, tu comprends bien, il y avait un moulin à farine. Fait que c'est là qu'on allait moudre. On allait bien moins à Lansing-Lorette. Pas qu'on n'aime pas le monde de Lansing-Lorette, mais Lansing-Lorette, c'était pas notre monde. Notre cœur, c'était ici, puis on s'organisait vers l'est, en arrêtant pour faire moudre au moulin des Mères. Parce que de toute façon, on allait plus loin à l'église à Charlebourg, à Metz. Fait que nécessairement, on avait une vie plus vers l'est que vers Lansing-Lorette, qui pourtant, Lansing-Lorette, faisait partie de la seigneurie Saint-Gabriel. Fait que, tu sais, il y a toutes sortes de réalités territoriales comme ça qu'il faut comprendre. Puis la note qui nous dit qu'à l'été 1732, on construit le moulin, ça nous explique, ça nous fait comprendre qu'il y avait une masse critique de monde assez importante pour financer la construction d'un édifice comme celui-là et payer un farinier, donc un gars qui vivait dans le moulin, hein, qui s'appelait Godefroy Bernard, Pierre Bernard, son fils Godefroy Bernard, entre autres, au 18e siècle, qui vont être meuniers, qui vont vivre là. Godefroy Bernard, il est né dans le moulin et tout ça. Alors, ces fariniers-là là, vont devenir le cœur seigneurial. Hein? Tout se passe dans le moulin. Hein? C'est pour ça qu'il y a plein d'expressions avec le mot moulin. Hein? Entrer comme dans un moulin. Tu sais, il y a plein d'histoires. Meunier, tu dors, ton moulin va. Tu sais, il y a plein d'affaires autour de moulin. C'était le cœur de la vie seigneuriale. Parce que l'Église, c'est important, c'est sûr, parce que tu sais, tu vas être préparé, toi, pour te relever, là, puis danser avec Michael Jackson avant de retourner. Je ne sais pas trop comment ça marche, en tout cas, tu m'expliqueras. Mais le farinier, là, il te fait manger.
S'il n'est pas là, tu crèves de faim. Ça, c'est la pyramide de Maslow en psycho. Là. Le farinier, il est important. Fait que, pour moi, là, la construction du moulin en 1732, c'est un des moments les plus importants du territoire sur lequel on vit présentement. Question, Mario? Allez-y, M. Martel. Je me suis un peu emporté, je m'excuse. Ah, ça fait du bien. C'est bon. J'aimerais ça être assez jeune pour suivre tes cours. Ouais, il n'y a pas d'âge. Vous pouvez venir. Dans la seigneurie Godarville, est-ce qu'on a désigné un endroit où il y avait un moulin? Et là, vous me prenez de court là, parce que je ne suis pas vraiment spécialiste de Godarville. Non, mais comme ça. Je ne pourrais pas vous dire. Non, OK, c'est bon. Je ne pourrais pas vous dire. Beau. Je ne voulais pas te prendre en défaut. Ça va. Je suis humble face à la connaissance. Je ne vous sais pas. Merci. Faut dire que Godarville n'avait pas nécessairement une masse de monde qui vivait là aussi importante. J'oserais une piste de réponse. Là. Il n'y avait pas une masse de monde assez importante qui faisait pousser du bleu pour aller faire moudre. Parce que déjà là, tu es un peu plus nord, c'est plus des terres de roche. C'est déjà plus difficile là, de cultiver. Là. Juste monter à la côte à Saint-Émile, juste monter la Pierre et arriver où mon frère Guy habite, là, en haut de la côte, en arrière du poste de pompier à Saint-Émile. Souvent, il neige là avant la même journée, puis il neige pas à Loretteville. Fait que, déjà monter, on est à la limite à Loretteville, hein, c'est à la limite du pied de la montagne. Là. Fait que, aller plus au nord, tu as de la misère à faire pousser des affaires. Fait que, d'après moi, il n'y a pas de masse critique assez forte pour avoir rapidement un moulin là, qui est accessible là, pour l'ensemble de la population. Mais c'est une bonne question. Je vais essayer de trouver des réponses à ces questions-là. Mais souvent, les sources sont moins nombreuses aussi pour ces seigneuries privées-là que pour la seigneurie Saint-Gabriel où elles sont si nombreuses. C'est plus facile de trouver pour Saint-Gabriel. Sinon, je prendrai d'autres questions s'il y en a. Monsieur Yves Garriépi. Allez-y, Monsieur Garriépi. C'est toujours un plaisir de vous voir et de vous écouter aussi. Bon, alors, c'est pas une question, c'est un commentaire. Là. Tu nous as fait découvrir ce soir qu'on n'invente rien lorsqu'on crée des nouvelles bureaucraties. Alors, pour collecter des 25 sous, le gouvernement de l'époque a créé un système qui me paraît que je ne connaissais pas, mais qui me paraît être assez lourd, qui a duré pendant des années. Alors, on n'invente rien en 2021. Il y a d'excellents articles qui ont été écrits sur cette question-là, notamment là, par, là, je vais oublier son nom parce que je veux le dire, là, un prof d'histoire de l'Université de Sherbrooke, qui est mon ami Facebook. Là. En tout cas, si vous tapez sur Google « Persistance seigneuriale au Québec », il y a plusieurs articles scientifiques qui ont été produits, notamment un dans Cap au Diamant, par un gars aussi qui s'appelle Michel Morissette, qui était l'étudiant du premier que je vais te nommer, qui s'appelle Benoît Grenier, je viens de le trouver, qui sont des historiens qui ont travaillé sur l'idée de persistance seigneuriale au Québec et qui ont travaillé notamment sur l'idée de ce dernier paiement de rente-là à la Saint-Martin d'Automne en 1940, le 11 novembre 1940, et qui ont épluché les archives de ce bureau administratif-là. Là. Parce que l'autre partie que moi je connais un peu plus, c'est aux îles de la Madeleine. C'est le dernier territoire où les droits seigneuriaux ont été abolis dans les années 50 ou 60. Il n'y avait plus de rente, mais la situation cadastrale n'avait jamais été faite. Alors, ça a coûté une fortune au gouvernement dans les années 70 pour créer un cadastre qui n'avait jamais été créé. Et ça a été la même chose sur la Basse-Côte-Nord. À partir de Havre-Saint-Pierre jusqu'à Blanc-Sablon, tous ces cadastres-là ont été donnés à contrat dans les années 60. Et encore dans les années 70, les arpenteurs affichaient à la porte des églises les propositions, parce qu'il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait rien. Alors, à la porte des églises, encore dans les années 70, les arpenteurs affichaient le plan qu'ils proposaient au gouvernement pour finaliser. Donc, ça a duré
presque un siècle de bureaucratie de part et d'autre, notamment pour faire des vrais cadastres. C'est épouvantable. Quand on pense à ça, on a aboli le système seigneurial en 1854, on a créé les municipalités en 1855 l'année suivante. Puis les cadastres, là, comme ici, là, le cadastre de la paroisse Saint-Ambroise de Jeune-Lorette, ça a été créé en 1874, 73, 74. On a 20 ans d'écart, là, quand même. Puis déjà là, on trouve ça épouvantable, mais ce que vous nous dites, M. Gariepi, Oh oui. c'est 1000 fois pire. Il y a un siècle de plus. Ah ouais. Il faut finaliser le cadastre de la Basse-Côte-Nord et des îles de la Madeleine. C'est quand même fou. Ouais. Effectivement. Mais tu sais, aussi, là, je sais pas si vous êtes arrivé, là. En tout cas, moi oui, là. Quand j'ai acheté ma maison, notamment, j'ai cherché les titres anciens de ma maison puis tout ça. Puis, il ne faut pas remonter si loin où il y a des mentions seigneuriales dans les achats et les ventes de nos maisons. Où il y a mention de ma maison se trouve dans la côte du Grand Saint-Antoine ou de la Longue Queue, puis qu'elle mesure tant d'arpents par tant d'arpents, là, tu sais. Jusqu'à récemment, on voit ça dans les actes de vente des terrains qui se trouvent sur notre territoire. Alors, tu sais, on n'enlève pas, on n'élimine pas, on n'abolit pas un système comme celui-là en faisant simplement passer une loi en 1854. Les restants de ce système social, économique, politique-là sont restés implantés sur le territoire jusqu'à aujourd'hui encore, là, clairement. Ouais. Puis, tu sais, même, là, on l'a déjà fait, là, mais dans la toponymie, dans ce qu'on voit là, à vol d'oiseau sur le territoire, on le voit clairement. Quand je regarde, là, on a quelques photos anciennes de maisons sur le boulevard Lormière à la Société d'Histoire, dans les années 40, mettons, c'est pas si loin. Puis on voit très bien les terres. C'est pareil comme ça, la carte de 1754. Pareil. Il n'y a rien qui a changé. T'sais? Fait que c'est fou, là. Moi, c'est quelque chose qui me fascine, en tout cas. J'espère vous avoir transmis une partie de cette fascination ce soir. Qui sait? Alors, je prendrai peut-être une ou deux dernières questions s'il y en a. Merci, M. Lepage, pour votre commentaire. Ça fait toujours plaisir. Il y a M. Lucien Savard, je crois, qui veut poser une question. Ben, c'est-à-dire que je fais deux petites observations. La première, la seigneurie de Godarville, est-ce que ça ne correspond pas en gros à Cap-Rouge? Tout près de la seigneurie de Desmaures. Parce que vous avez la seigneurie de Desmaures, seigneurie de Godarville, après ça, l'autre, de Saint-Gabriel, je ne sais pas trop. Moi, sur ma carte des seigneuries, c'est ce que j'ai, en tout cas. Oui, effectivement, en partie. En partie. Oui, en partie, c'est sûr. Parce que la seigneurie de Godarville devait se terminer aux alentours de la route de l'aéroport en bas. Là, ça devait comprendre la partie de, je ne sais pas au juste, peut-être la partie de Champigny ou quelque chose, mais là, il faudrait vérifier. Oui. Deuxième observation, il y a quelqu'un tantôt qui demandait pour comment les gens vivaient dans les seigneuries sur le régime anglais. Ben, il y a peut-être un petit aperçu qu'il pourrait voir à quelque part. C'est peut-être un peu romancé, mais l'émission qu'il y avait de Marguerite Volant, où on voit le régime seigneurial, là, puis on voit les Anglais qui arrivent. Alors, pour voir un peu le mode de vie, je pense que ça serait intéressant d'aller... magnifique comme série. Oui, magnifique comme série. Alors, je suis d'accord, je me souviens. Ça donne une bonne idée comment les gens vivaient. Hein? C'était joué par Massuat qui faisait le Seigneur dans ça. Là. Gilbert Scott, oui. Bon, alors donc, pour avoir une idée assez intéressante, je dirais, c'est un film en tout cas, que moi j'ai vu, une émission que j'ai vue, j'ai trouvé très intéressante. Voilà. Absolument. Sinon, là, si je peux vous... en tout cas, s'il y en a qui veulent se lancer, là, il y a d'excellents textes qui ont été écrits sur la question, là, notamment là, Louise Dechaine, là, qui s'appelle Habitants et marchands de Montréal au 17e siècle. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà lu ça. C'est exceptionnel. On détaille la vie quotidienne là, des censitaires. Là, donc, Louise Dechaine, Habitants et marchands de Montréal, qui est exceptionnel.
qui a gagné des prix d'ailleurs dans les années 70. On décrit là, la consommation de bois de chauffage, les cheminées en bousillage. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression-là. Là. On faisait les premières cheminées dans les maisons, là, on faisait ça comme en glaise. Là. On appelait ça du bousillage, là, puis on chauffait avec ça. Si vous avez l'occasion de lire ça, là, si la question vous intéresse, vous lirez. Sinon, Alain Laberge également, là, qui est un auteur quand même assez prolifique sur la question seigneuriale. Benoît Grenier, que je vous ai cité tout à l'heure, qui a fait un livre exceptionnel sur Marie-Catherine Peuvray, des seigneuresse de Beauport, entre autres, puis qui écrit aussi sur l'idée de la persistance seigneuriale et qui a produit un film qu'on peut voir au Musée de l'Histoire populaire, là, aidez-moi, là, Philippe Aubert de Gaspé, à Lillet, c'est ça? Aidez-moi. Le Musée de l'Histoire populaire, qui est une copie du manoir seigneurial de Philippe Aubert de Gaspé. Saint-Jean-Paul-Joli, merci beaucoup. Je savais que oui. merci. Donc, un film là, sur les persistances seigneuriales. Lui, là, ce qu'a fait Benoît Grenier, c'est qu'il a filmé et interviewé des descendants de seigneurs pour voir comment l'idée seigneuriale a continué à exister dans leur histoire familiale. Il y a des témoignages exceptionnels, si vous avez la chance de voir ces films-là. Évidemment, pour nous, dans la seigneurie Saint-Gabriel, ça s'applique peu parce que c'était une seigneurie jésuite qui est devenue la seigneurie de la Couronne en 1800. Là. Donc, on a peu de vie familiale là, du Seigneur, si on veut. Mais dans bien d'autres seigneuries, là, on a des témoignages exceptionnels. Là. Donc, Benoît Grenier, là, un professeur d'histoire à l'Université de Sherbrooke, entre autres, sur cette question-là. Sinon, ben, d'un plus ancien, un peu, là, évidemment, Marcel Trudel, là, l'historien de l'Université Laval, là, qui a été assez prolifique. Là. Oui, M. Vincent Savard. Oui, un bel exemple de ce qui est arrivé du régime seigneurial, c'est à Pointe-Platon, le domaine Joly de Lobinière. Oui. La densité des Joly de Lobinière, il y a une illustration du mode de vie de ces gens-là, là, de la famille Joly de Lobinière, et de ce qu'ils ont fait exactement, eux autres, des terres du domaine seigneurial. Ils les ont exploitées à leur bénéfice personnel pendant des générations. Là, absolument. Jusqu'à être expropriés par le gouvernement du Québec. Donc, c'est la famille de l'ancien premier ministre. L'abolition du régime seigneurial, oui, c'est ça. Il a été premier ministre, puis il a été gouverneur général, lieutenant-gouverneur en Colombie-Britannique. Je ne me rappelle plus son prénom. Là, Henri-Gustave Joly de Lobinière. Ouais. Oui, Mario. Charles? Oui, pour ajouter à ce que Vincent Savard vient de dire, dans la municipalité de Leclercville, dans Lobinière, il y avait un manoir aussi là, de la famille. C'était une autre seigneurie. Ce n'était pas la même que celle de la Pointe-Platon, là, mais c'était la même famille. Là. Puis il y a un manoir seigneurial qui est là. Et le bureau des rentes seigneuriales a été conservé assez longtemps. Et aujourd'hui, dans le presbytère de Leclercville, toutes les archives du bureau ont été conservées. Donc, il y a vraiment même le bureau seigneurial, là, le meuble là, qui est là fait que c'est une exposition gratuite à visiter. Là, fait que c'est très intéressant parce qu'il y a peu d'exemples de ça aujourd'hui qui persistent. Là, donc, c'est à voir. Merci, Charles, effectivement. Merci. Oui, bien, c'est ça. Partout sur le territoire, là, dans la vallée du Saint-Laurent, on va trouver des informations seigneuriales, une persistance seigneuriale comme celle-là. Évidemment, là, avec l'arrivée de la colonisation là, des loyalistes, on va assister à la création d'un autre système, celui des cantons, qui s'organise en marge de l'écoumène seigneuriale, donc au sud, dans les cantons de l'Est, mais un peu ici au nord de Québec, dans les cantons unis de Stoneham et Tewksbury, qui sont des territoires qui ont été peuplés là, après l'arrivée des Anglais là, loyalistes pour la majorité d'entre eux. Mais dans la seigneurie Saint-Gabriel, Saint-Gabriel de Valcartier, ça a été concédé en territoire seigneurial, en terre seigneuriale, en censive, dans la seigneurie Saint-Gabriel, et Saint-Gabriel de Valcartier garde le nom de la seigneurie Saint-Gabriel. C'est le seul endroit dans la toponymie qui persiste le nom Saint-Gabriel.
Sinon, ben, je vous remercie beaucoup, tout le monde, d'avoir assisté et d'avoir contribué par vos commentaires là, à cette présentation. J'espère que ça vous a particulièrement intéressé. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à écrire au courriel de la Société d'Histoire ou à m'envoyer un message par Facebook. Là. Ça va nous faire plaisir de vous répondre là, ou de tenter des réponses si on ne les a pas, d'essayer de les trouver. C'est toujours stimulant un peu aussi. Puis bien, on va se revoir également là, le mois prochain. Le mois prochain, ça donne, aidez-moi quelqu'un, ça donne le 7 avril, le mercredi 7 avril, pour un mercredi d'histoire qui va porter là, à ce moment-là, n'est-ce pas, Francine, sur l'histoire de... Famille Martel. Sous forme d'hommage un peu à Gilles Martel et à sa famille. Famille Martel. Donc, la famille Martel, plus précisément là, autour de Gilles là, qui nous a quittés là, il y a un peu moins d'1 an déjà. Il va falloir mettre une cravate. Il va falloir que je mette ma cravate. Ben, si vous mettez une cravate, je peux en mettre une aussi, M. Martel. Merci, Mario. Beaucoup, beaucoup. Merci à toutes et à tous. Je vous souhaite une bonne fin de Merci. soirée. Merci, bye. Très intéressant. Merci, Mario. Merci. Merci tout le monde. Super.